Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast OPT. On est avec Aurélien et Stan en direct de Malte pour les championnats du monde junior. Les gars, comment ça va? Bah écoute-moi ça, je vais le Qui prendre, ça va être plus apprendre. simple. Bah écoute-moi ça va. La semaine a bien commencé pour moi parce que sur le premier français, j'ai eu un champion du monde parmi mes athlètes, donc bah écoute ça va. Il fait un peu chaud mais ça va. Moi, j'avoue, tout va bien. Juste, il fait chaud et ça va. Ouais, c'est vrai que là, la chaleur, on peut pas faire grand-chose dehors. Tu fais trois pas, t'es trempé. Donc, on essaie de rester tranquille à la clim, à l'appart. C'est ça. Euh, J'aurais aimé déjà aborder avec vous un point sur le fait d'avoir vraiment son coach qui accompagne l'athlète, donc comme nous là sur les championnats du monde ou championnats d'Europe, parce qu'on a reçu quand même pas mal de messages sur l'intérêt qu'on a, vous et moi, de venir alors qu'on coach pas pour l'équipe de France ou on coach pas l'athlète en direct. Selon vous, et pour moi je donnerai mon avis après, c'est quoi les avantages principaux et pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est des convictions perso? Est-ce que vous voyez des réels gains sur la performance de vos athlètes? Comment vous voyez la chose? Je peux commencer. Bah déjà premièrement parce que je kiffe ça, c'est simple. Et puis deuxièmement bah ça met aussi l'athlète dans les meilleures conditions. Par exemple pour le poids de corps, je dis quoi manger parce que on n'est pas en France donc c'est pas forcément les mêmes choses que tu peux retrouver dans les magasins. Donc je le conseille sur quoi manger, comment être au poids, sur sa récup, comment être au top le jour J quoi. Et je pense que ça fait vraiment une bonne différence. Par rapport à si j'étais pas là. Parce que bah en plus là c'est des c'est des jeunes, donc c'est un subjus. Il a pas forcément l'expérience de j'ai déjà fait 4 compétitions à l'international, donc je sais que je dois manger ça, etc. Mm. Et du coup ouais, ça fait une grosse différence quand même, je pense. Et puis bah je kiffe ça aussi, donc voilà. Ok. Et par rapport à ce que tu dis, le fait de bien gérer l'alimentation autour de la compétition, est-ce que tu as pas des tips, mais est-ce que tu as des marqueurs sur lesquels te repérer? Par exemple, je sais qu'il y a des athlètes qui préparent tous leurs repas en avance du voyage pour rien acheter sur place et pas risquer de tomber malade ou avoir des aliments qui sont différents d'habitude, tu vois, niveau digestion ou autre. Ou d'autres qui préparent rien et qui viennent sur le lieu de la compétition, mais qui ont l'objectif de récupérer les mêmes aliments que d'habitude. Est-ce que toi, tu as des plans comme ça ou des indications que tu donnes à tes athlètes? Bah du coup les indications ça va être des aliments les plus bruts possibles, comme ça on minimise les risques. Mm. Les glucides ça va être très simple, ça va être du pain, du riz. La viande pareil on essaye des trucs assez simples, pas de charcuterie parce que bah vu qu'on doit être au poids, faut minimiser le sel. Au niveau boisson, de l'eau, et puis après bah sur les refeeds, Powerade, il y en a partout ça, donc en vrai ça va. Ouais. Et puis pareil pour les glucides, des trucs très simples, du miel, des trucs qu'on a l'habitude de consommer en France. Donc c'est pas forcément les mêmes produits, mais vu que c'est des produits bruts, c'est la même chose. Donc voilà. Ok. Et toi, Stan, en tant qu'athlète, bon, toi, t'as pas de descente au poids du coup par rapport à la KT, Exact. mais est-ce que tu t'adaptes par rapport au pays dans lequel tu vas et tu manges entre guillemets ce que tu trouves, ou est-ce que tu as des objectifs de manger la même chose que d'habitude? Tu t'y prends comment, toi? Ben, je t'avoue que moi, je calcule pas trop ça parce que bah, du coup, l'alimentation de mon côté, comme tu l'as dit, j'ai pas de réel besoin de faire un cut, donc pas de réel besoin de faire un refeed, etc. Et surtout que moi, en compétition de base, je mange pas. Ok. C'est-à-dire que pendant ma compétition, je mange pas, je bois juste un peu. Avant ma compétition, j'ai pas faim parce que de base, j'ai un rythme de vie qui me fait que bah, quand j'ai une pesée à 15 heures, ben, j'ai pas encore mangé à 15 heures. Quand je suis à l'entraînement, je m'entraîne vers 18 heures, j'ai rien dans le ventre. Donc au final, les jours d'avant, ben, je mange un peu ce qu'il y a autour, tu vois. Si je trouve des trucs que j'ai l'habitude de manger en France, je vais aller les chercher. Mais Hmm. sinon, le jour de la compétition, manger, c'est pas du tout ma priorité. Dis-toi, aux Europes, quand je suis allé avec Aurélien, il m'a forcé à manger du pain, tu vois ce que je veux dire? Parce que de base, moi, j'allais rien manger, tu vois. J'allais juste boire un petit Monster, boire un peu non, pas un Monster, boire un Powerade, autant pour moi, et prendre, consommer un café ou quelque chose comme ça, et aller à l'entraînement directement, enfin, aller à la compétition directement, parce que manger, c'est pas ma priorité, on va dire. Ok. Et est-ce que tu te supplémentes ou pas? T'as des Non, non compléments plus, alimentaires ou pas du non, pas tout? de complément alimentaire. Non, ok. Et sur, du coup là c'est intéressant ce que tu dis, sur le côté training Mm. d'habitude, toi tu te lèves du coup plus tard que la normale entre C'est ça, guillemets, exact. tu t'entraînes vers quelle heure? Je m'entraîne, ça dépend, entre 16 heures et 18 heures, je commence mon entraînement. Ok, et ça dure combien de temps à peu près? J'avoue que ça va durer entre 2h45 et 3 heures, Ok, grand et du maximum. coup toute ta nutrition elle se place après ton C'est ça, entraînement? après mon entraînement exactement, vu que après, bah, c'est quand je rentre chez moi que là je commence à travailler sur mes coachings, Hmm. mes retours journaliers, etc., etc. Donc ça me prend énormément de temps et donc je dors beaucoup plus tard. Ok.
Du coup, ça fait qu'au réveil, moi, j'ai pas trop faim. Donc, je me réveille, je commence un peu les retours. Ensuite, je me prépare pour aller à la salle. Je vais à la salle, je fais mon entraînement. Et ensuite, là, je commence à manger, à consommer mes aliments. Ok, très bien. Et toi, tu t'y prends comment? Pour mes entraînements. Ouais, Euh, du coup, moi, je mange pas le matin non plus. Bon, moi, je suis pas comme Stanley, je me réveille à une heure à peu près classique, autour de 8 9 heures. Je mange pas le matin, mais je vais quand même manger un peu avant l'entraînement. Mais c'est vrai que le gros de ma nutrition, ça va être quand même après l'entraînement. J'aime pas arriver à l'entraînement en étant ballonné, donc je mange vraiment juste un petit peu du riz, de la viande, et puis voilà. et en intra? Et en intra, franchement, non. Ok. Quand il fait chaud, je vais prendre des électrolytes, etc. Mais sinon, non, pas particulièrement. Ok. Ça marche. De toute façon, on va y revenir pour faire un peu le point sur vos côtés athlète et coach, vu que vous avez tous les deux la double casquette, c'est intéressant. Juste si on peut rester un peu dans le contexte là actuellement, j'aimerais bien qu'on fasse un petit débrief des matchs qui ont été effectués là pour bah, notamment les membres de l'équipe de France. C'était plutôt cool. Et du coup, j'aurais aimé avoir ton avis en premier parce qu'il est passé en premier. Euh, donc, bah, toi, ton athlète qui est passé, qui a fait le record du monde en plus, comment ça s'est passé pour lui? Est-ce que vous avez rencontré des petites difficultés là pendant la compétition par rapport à ce que tu avais prévu ou est-ce que tout s'est bien passé? Comment ça s'est passé? Alors du coup, ouais, il avait un gros match. En fait, c'était deux profils ultra particuliers parce que bah il y a Alan qui est un gros deadlift spécialiste et son concurrent c'était une personne naine qui est un gros squat spécialiste. Et Au niveau des perfs, ça au donne. niveau des perfs, du coup, son concurrent a squatté 220,5. Il a raté 228 en troisième barre. Alan a fait 147,5. Il a raté 152 en troisième barre. Au niveau du bench, son concurrent a fait 130,5 et Alan a fait 102,5. Et au niveau du terre, il a fait 147,5 et Alan a fait 246,5. Donc vraiment à l'extrême opposé. Et du coup, bah, on a gagné à 500 grammes. Et en fait, je pensais pas que le match allait être autant serré parce que j'avais suivi sa compète de qualification. C'est un Australien. Et du coup, il y avait le live sur YouTube, donc j'avais regardé la compétition et j'avais même regardé plusieurs fois en replay. Et en fait, il a énormément progressé depuis, puisqu'à sa compétition, il avait fait 213 au squat. Il avait fait 120 au bench, mais vraiment RPE10, et là 120 c'était son opener. Et au terre, je savais qu'il avait des problèmes parce que bah, vu ses leviers, en plus il a des petites mains, il n'arrive pas à gripper la barre. Et en fait, bah, c'était plus serré que ce à quoi je m'attendais. Mais du coup, bah, Alan a quand même bien répondu, donc je suis très content. Après, ça a été un peu compliqué, notamment au niveau du terre, il a beaucoup crampé, etc. Donc il n'était pas forcément. Il était un peu en dessous de ce à quoi j'attendais, mais finalement, bah, il a tiré pour la gagne et il a gagné avec le record du monde de terre et au total. Donc au final, l'objectif est validé, donc c'est top. Et au niveau des crampes que tu abordes, donc Alan, il est en moins de 53. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a une grosse phase de cut? Est-ce que les crampes, elles ont été dues justement à cette cut ou pas du tout? Alors pas du tout parce que Alan il était au poids 2 jours avant la compétition. Du coup il a tiré samedi, il est arrivé jeudi ici et en se pesant sur la balance officielle il était déjà à 52,8. Ok. Donc c'est pas du tout de water cut. Au final il a même plus mangé là sur les 2 jours parce que bah, du coup j'ai été derrière lui en lui disant faut que tu manges que ce qu'il faisait à l'entraînement. Mais non je pense que les crampes ça a été un peu multifactoriel, hein. Je pense le stress etc. Mais ça n'a pas du tout été dû au cut. Ok. Et au niveau des attentes que tu avais pour lui sur le match, est-ce que ça s'est déroulé comme toi tu l'avais prédit, ou en tout cas comme pardon, tu t'étais mis d'accord avec lui, ou est-ce que tu as eu peut-être des aléas de performance, et dans quel cas c'était pas exactement ce qui était prévu? Alors du coup au squat bah, j'avais prévu 152,5 et au final bah il l'a pas passé. Pourtant c'est une barre qu'il maîtrise. Il m'a dit qu'il la sentait légère etc. Mais je pense qu'il s'est fait un peu manger par le stress. Hmm. Bon, voilà, c'est un Première sub-junior, compète. sa première compétition inter. Et même, il n'a pas énormément d'expérience en compétition, puisqu'il a fait juste une régionale pour se qualifier. Il a fait les France et derrière, il a fait les mondes. Donc, pas énormément d'expérience. Voilà, donc il a raté le squat. Ensuite, on était sur le bench. J'avais prévu 102,5 aussi et ça s'est bien passé. J'ai eu une petite frayeur pendant le match parce qu'en fait, il a un bench un peu particulier où quand il déraque, il va vraiment venir Ah, j'ai faire vu. une grosse, limite une demi-rep pour se placer. Pour se placer. Et en fait, il y avait Gaston Parage, le président de l'IPF, qui n'était pas là sur la première barre. Et quand il a fait ça sur la deuxième barre, il a tout de suite dit ça passe pas sur la troisième. Et je me suis dit, changement de setup sur la troisième barre, ça va être compliqué. Et au final, il a quand même passé 102,5. Donc très compliqué. Et puis après, bah, le terre, je le voyais autour de 2,50. Et au final, on a tiré 246 pour la gagne. Bon, par contre, il n'y avait pas un gramme de plus, je pense. Donc voilà, un peu en dessous des attentes par rapport au terre. Mais au final, l'objectif est validé, donc c'est top. Ok. Bon, super, super résultat du coup, surtout pour une première mondiale. Et il enchaîne sur les Europes, j'imagine. Non, on fera pas les Europes, on fera les France Open France Open du coup. Ok. en 59 du coup. Ah, il monte de KT définitivement. Ok. Toi, Stan, tu étais là pour accompagner Jade C'est ça, initialement, c'est ça? Jade et Rico, ouais. Ok. Enfin, Jade, athlète et Rico parce que, voilà, c'est Rico. C'est ton pote. C'est ça, exactement. Il y a aussi Émilie Mouchet qui aussi représente la France, mais qui est aussi une licenciée USCOF. Du coup,
Je me suis dit, bon, on a plutôt pas mal d'athlètes, Et ouais. autant essayer de venir et donner un peu de ma voix. Au moins, tu soutiens un peu tout le monde, c'est bien. Exactement. Donc, bon, Jade, du coup, elle participe pas Ouais, pour une malheureusement, ouais. blessure, on va dire. C'est ça. Richemont, vous l'avez vu pendant sa prépa, Ouais, j'imagine. ouais. Vous pensez qu'il va être en forme et qu'il va sortir un gros match? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Ouais, franchement, sans vouloir le spoiler ou abuser, je pense que c'est sa meilleure prépa à l'heure actuelle. Cool. Et je l'ai jamais vu aussi bon, aussi au standard, franchement, aussi déterminé aussi. Il manquait aucun entraînement. Bon, il n'en manquait pas avant, mais en gros, la venue surcalibrée, parce qu'en fait, Rico, il habite un peu loin du club. Ça veut dire qu'habituellement, il s'entraîne dans un fitness park. Mm. Et là, le fait qu'il ait centralisé toute sa préparation à Uskov, alors qu'il met plus d'une heure et demie à venir, c'est qu'il a les crocs. Et franchement, moi, ça me fait plaisir. J'ai pu voir toutes ses séances et j'ai pu voir son évolution. Et franchement, j'attends gros de lui. Bon, on attend tous, gros, de Richemont. En plus, lui, enfin, ça commence à faire un paquet de fois qu'il fait les mondiaux, là. C'est quoi? C'est sa 5e participation? Parce qu'il avait fait Sub Junior la dernière année. Ouais, il a fait Sub Junior dernière année. Et Ensuite, tous il les a fait, juniors. ouais, tous les juniors. Non, sauf le junior de l'an dernier où il l'a pas fait. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, exactement. Ok. Bah, cool. Et du coup, je sais pas si tu as pu échanger avec lui, est-ce que tu sais, hormis le fait de faire plus d'entraînement surcalibré, est-ce qu'il a peut-être tiré des enseignements des précédentes prépas avec des choses qu'il a modifiées sur celle-ci? Ouais, 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 il a un peu modifié sa routine de vie. ok. Son train de vie a été modifié pour, entre guillemets, optimiser un maximum sa préparation. Tous ses objectifs, ils ont été focalisés là-dessus. Et donc, ça fait que ben, les résultats ont, entre guillemets, payé. Et donc, au final, même la flamme, il l'a. Bon, il l'a jamais perdu, mais là, il l'a au quintuple. Mhm. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir un Rico aussi acharné, là. Ah, trop bien. Il va sortir un gros total, j'espère. J'espère. Je croise les doigts pour. Ok. Et la dernière athlète que tu as évoquée, qui est licenciée à Luskov, C'est ça, Émilie Mouchet. ok, elle est là sur le good lift, elle est classée comment? Elle est classée cinquième ou quatrième, il me semble. Ok. Ou même sixième, je sais plus. Ouais, non, elle est classée sixième, autant pour moi. Mhm. Elle est classée sixième, du coup, elle a fait l'Euro Muscle Show. Parce que là, cette année, le staff équipe de France a décidé de calculer l'Euro Muscle Show. Et en fonction des résultats à l'Euro Muscle Show, Exact. ben, il peut y avoir des personnes qui pourront partir. Mhm. Et du coup, quand les préliminaires sont terminés, au lieu de retirer ceux qui ne sont pas, entre guillemets, qualifiés ou qui n'ont pas fait le top nécessaire, ben, ils ont laissé le temps de voir les résultats de l'Euro Muscle Show. Et à l'Euro Muscle Show, Émilie Mouchat a fait 505 de total, ce qui lui a permis d'avoir une qualification pour les championnats du monde. En 84 En moins de junior. 84 juniors, c'est Ok. ça exactement. Ça fait à peine un an et demi qu'elle pratique la C'est FA. solide, hein? Franchement, Mm. genre, Elle faisait déjà du sport de haut niveau avant, parce qu'elle était en équipe de France d'aviron. Et du coup, Ça bah, aide énormément. ouais. ouais, ça a pas Et mal du aidé. coup, la reconversion a bien Du payé. coup, ouais, ça fait que c'est assez surprenant, enfin, surprenant. Comme il l'a dit, comme elle vient de l'aviron, c'est un peu, entre guillemets, c'est normal, il y a un bon transfert. Mais franchement, la voir arriver, débouler au bout d'un an et demi et squatter plus de 190, franchement, Bah, ça tu m'a te surpris. rappelles, on en parlait il y a 2 jours là quand on s'est entraîné de Inès Alouache Ouais. que je coachais. Elle venait aussi de l'aviron et ça lui avait donné une très grosse base. Et même si je pense, enfin vous me direz si vous êtes d'accord, mais même si tu viens d'un sport qui a rien à voir avec les dominantes de force, que les patterns sont totalement différents, que ça développe pas spécialement la musculature, etc. Juste le fait d'avoir un sport compétitif sur lequel tu t'engages, tu as des athlètes qui réagissent 10 fois plus rapidement. En fait, ils gagnent du temps et ils n'ont pas Ouais, l'apprentissage de cette rigueur, de cette discipline, tu vois. exactement. J'ai même envie de dire que même les études aussi, Mm. le parcours scolaire que certains suivent vont les aider à faire certaines choses. Par exemple, j'ai un client qui est belge et qui fait des études de médecine et ça lui a donné une capacité de compréhension, Ouais. elle est folle. Ça veut dire qu'en gros, je vais lui parler d'un conseil technique, il va l'adapter et il va le mettre en pratique très rapidement. Mm. Même par exemple demain, bon, ça n'est jamais arrivé, mais je pense que demain, on est en compétition et en compétition, il fait quelque chose de mal, je vais le corriger, il va réussir à l'enregistrer directement et à s'adapter. Mm. C'est ce que je veux dire. Donc je pense que les études aussi, ça joue un peu, tu vois. Ouais, et même cette capacité de réussir à, enfin, cette capacité de tryhard quelque chose, peu importe le domaine de la vie, je pense que ça fait vraiment la différence, Ouais, je suis ouais, peu d'accord. importe le sport. Ok, bon, les mondes c'est bon. Je voulais bah, du coup qu'on puisse faire un peu vos présentations, même s'il y en a pas mal qui vous connaissent. Peut-être apprendre des choses que vous n'avez pas dit ou dévoilées sur les réseaux ou autres. Et du coup, Aurélien, juste on fait le tour un peu, présentation en tant qu'expérience d'athlète, de coach, et peut-être le cursus que tu as suivi, et comment tu en es arrivé là aujourd'hui niveau coaching, quoi, déjà.
Alors du coup, bah moi c'est Aurélien. Du coup, je fais de la FA depuis bah, presque 6 ans, parce que j'ai commencé début 2019. Ok. Voilà, donc au début, bah, je faisais juste de la FA, j'étais pas du tout dans le coaching, même pas du tout dans le sport en termes de métier, j'étais comptable avant. Et en fait, Ah ouais. ouais, j'étais comptable et j'ai fait une reconversion. Et du coup, maintenant, je coach depuis 3 ans. Bah, depuis que je suis rentré en BP, quoi, j'ai mon BP depuis 2 ans. Donc, depuis mon entrée en BP, je coach. Et puis voilà, bah, maintenant, je vis de ça et je suis super épanoui. Et voilà, très content. Ok. Et là, quand t'as fait le switch il y a 2 ans pour 3 ans. 3 ans, J'ai fait t'as ça en totalement janvier. arrêté ton activité Ouais. et t'as lancé ton coaching vraiment il y a 2 ans. Mm. Et là, t'arrives à en vivre pleinement. Ouais, tu fais que ça. Ouais. Ok. Et pour toi, là, du coup, les perspectives pour la suite, c'est quoi? C'est essayer d'avoir une team encore un petit peu plus grosse ou bien conserver la base que tu as déjà et peut-être améliorer les résultats? Tu vois peut-être les 2, 3 prochaines années comment par rapport à ça? Alors du coup, en termes d'athlètes, j'ai déjà pas mal d'athlètes, donc je peux peut-être encore en prendre un peu, mais ce sera pas extensible à l'infini. Enfin, je vois plus le développement en termes bah, d'investissement de mes athlètes, de résultats, amener le plus possible de gens au championnat de France dans un premier temps, amener sur des podiums France, et puis bah, le goal ultime, les amener à l'international, voire même podium inter, etc. Ok. Et vous, comment vous voyez le truc? Est-ce que vous arrivez à plus vous investir et être plus stimulé pour un athlète qui va par exemple participer à des championnats du monde? Ou vous arrivez à être stimulé par des athlètes qui font juste des régionaux et qui ont même pas le niveau France de la même façon en termes de préparation, etc. Est-ce que vous arrivez, ou toi, tu vois, Euh, sur ton coaching, est-ce que tu as vraiment une différence entre les deux ou le niveau t'importe peu dans ton coaching? Moi, là, j'avoue que le niveau, il importe peu pour moi. J'avoue que, bah, par exemple, il y avait une compétition au True Grit House. Il y avait un petit match entre un Muscovien et un client à moi. Et j'étais enflammé. J'étais Ouais. en feu, je courais partout. Alors qu'au final, c'est un match qui s'est joué très loin du minima France, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est pas tant le niveau de l'athlète, mais plutôt l'investissement de celui-ci. Comme j'aime bien dire à mes clients, si le client est investi à 5%, moi, je veux pas être investi à On est 100%. d'accord. Mais s'il a investi à 100%, moi je vais être investi à 100%. Du coup, c'est un peu une relation à deux. Ça veut dire que si le mec il est déterminé, même si on va faire les premiers pas de force athlétique en moins de 59 et qu'on n'a pas du tout, qu'on est très loin du niveau R4 même, bah ça me dérange pas tant que lui il me dit j'ai la flamme, j'ai faim, j'ai envie de d'atteindre mes objectifs. Donc ça veut dire pousser quelqu'un qui va aller se présenter à un squat à 50 kilos ou pousser par exemple Bobby qui va se présenter à un squat à 350, pour moi c'est la même chose parce que les deux ils ont la flamme, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas tant de niveau. Après, c'est vrai que le coaching à l'international, il est différent parce que par exemple, si tu arrives à amener un athlète à Sheffield, bah, c'est toi qui te présentes sur la plateforme avec lui. Et ça, c'est vrai que c'est une émotion qui est particulière. C'est vraiment incroyable en fait. Tu rentres, tu vois le public, toujours la salle elle est pleine, donc tu entends des cris de partout. C'est une hype folle. Mais maintenant, je vais au premier pas qui se passe peu importe où, hein, même à Luskov. J'ai mon athlète qui a la flamme, qui a la dalle. Moi, je vais être derrière lui à 300 000%. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'as atteint un gros step avec Sheffield déjà. Là, parce que déjà, à mon avis, la stimulation, tu l'as à partir du moment où tu te dis, bon, mon athlète, ils sont combien? 12? 12, ouais, exactement. Il est dans les 12 meilleurs du monde entier de tous les temps. Bon, là, va falloir être. Si t'es pas stimulé avec ça, Ouais, c'est c'est qu'il y a ça, un problème. exactement. Faut changer de taf. Mais par contre, je suis grave d'accord avec toi. T'es du même avis aussi. Grave d'accord avec vous, du coup, sur le fait que bah, l'investissement en tant qu'athlète, bah, celui du coach, il est proportionnel en fait à ça. Et tu peux vivre enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu des super expériences sur des objectifs de long terme et des gars qui n'ont jamais atteint les championnats de France. Et pour autant, je me suis régalé à les coacher, à les amener en compétition et à les faire progresser là-dessus. Et je pense que c'est important de l'aborder parce qu'il y en a beaucoup qui ont la quête ultime du championnat de France et tant qu'ils n'ont pas le minima, eh ben, ils ont tendance un peu à se dénigrer, tu vois, et à se dire, ok, bah, forcément sur les réseaux sociaux, ce qui ressort, c'est les performances. Même nous, quand on partage, bah, on est content de partager un passage de Jada chez Phil, tu vois, Ouais, c'est c'est ça. normal. Mais il n'y a pas que ça, et la majorité du travail, c'est pas ça, c'est un Exactement. infime pourcentage. Et si on coachait que pour du haut niveau, on coacherait 3 personnes, tu vois. C'est ça, Enfin, exactement. mm. Donc c'est bien de se le sortir peut-être un peu de la tête, Ah, cet bah, je suis tout objectif. à fait d'accord avec toi. Par exemple, j'ai un client avec qui ça fait quoi? Ça va faire 2 ans et demi que je travaille avec lui. Et ça fait 2 ans et demi qu'on a pour objectif d'aller au championnat de France. Et le simple fait de voir son évolution, ça me fait kiffer. Tu
Tu vois, par exemple, il est venu me voir, il avait quoi? Il avait 180 kilos au squat. Là, la semaine prochaine, si tout se passe bien, on va tenter 300. Tu vois ce que je veux dire? C'est une progression qui est folle. Et pourtant, on n'a toujours pas le minima France, tu Mm. vois. Et c'est une quête qui va me faire plaisir. Le jour où on va réussir à décrocher notre minima, moi, je serai le plus heureux du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est plutôt justement la quête et cette Exactement. évolution et Le le parcours, c'est chemin ça. qui va t'amener à ça, Exactement. plutôt que de faire les France en tant que tel. Parce que Exactement. maintenant, enfin à l'heure actuelle, là en 2024, tu as des championnats régionaux qui sont tout aussi bien organisés, voire parfois même mieux Ouais. qu'un championnat de France. Bon, j'aurais pas dû dire mieux parce que c'est moi qui organise avec Force Occitane. Mais allez, on va dire niveau équivalent. Et même en termes de stimulation d'athlètes, à titre perso, j'ai fait 2 championnats de France. Et ben, les compétitions où je me suis le plus régalé, c'était des régionaux. Ouais. Parce qu'en plus, tu vois, si t'es pas sur un top 3 France, ok, tu vas faire peut-être un petit match pour la 8e, 9e place. Mais bon, ça va pas amener grand-chose derrière, tu vois. Si le chemin a été long et tu as réussi à avoir ta qualif, trop bien. Mais c'est pas une fin en soi, quoi. Tu peux C'est très ça. bien faire de bonnes expériences sans y être, quoi. Exactement. Mm. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que le coaching à long terme. D'avoir Exactement, ouais. choper des athlètes dès le début, c'est rare, mais avoir un vrai parcours avec eux, comme ça, il y a un vrai lien qui se crée avec eux. Mm. Et au final, leur réussite devient notre réussite, en fait. Mm. Et bon, du coup, on fait la transition, mais donc toi, Stan, en tant qu'athlète déjà, est-ce que tu peux nous situer pour ceux qui t'ont jamais vu? Du coup, moi, c'est du coup Stanley. Mm. Je pratique la force athlétique depuis fin 2015 et en compétition Tu vas depuis fêter les 10 ans bientôt. bientôt. Ça arrive très rapidement. Ça fait peur un peu, mais on va s'y faire. T'as quel âge là? Là, j'ai 26 ans, là. Ok, et toi? Moi, je vais avoir 28 là. Du coup, donc ça fait ce temps-là que je pratique la force athlétique. J'ai commencé les compétitions fin 2016 ou début 2017, j'ai oublié, avec un USCOV Meet. Et du coup, bah, aujourd'hui, bah, j'ai eu la chance de faire les championnats du monde. J'ai fait troisième au championnat du monde, j'ai fait troisième au championnat d'Europe. Je suis qualifié pour les World Games qui vont être en Chine. Est-ce que tu peux expliquer rapidement les World Games parce que c'est inconnu pour beaucoup parce que Ouais, c'est jusqu'à vrai. présent les World Games se faisaient bah, du coup en équipé donc pas en force athlétique comme la plupart des gens le Exactement. pratiquent. Ouais. Du coup, en fait, les World Games, c'est un peu comme les Jeux Olympiques pour les sports qui sont en lice pour les Jeux Olympiques. Donc, ça regroupe, il me semble, 35 sports. 32, ouais, 32 ou 35 sports. Donc, comme l'escalade, le ping-pong, le taekwondo, le Bon, triathlon, on n'a pas le etc. breakdance ici. Au JO, oui. Ouais, au JO, effectivement, ils y sont. Mais il y a Et, des sports de danse. J'ai vu qu'il y avait des sports de danse. Je Ouais. me souviens plus exactement, mais j'ai vu. et du coup, ben, il y a un pôle France et en gros, on aura chacun une compétition, enfin, notre épreuve à passer et au final, on remportera des médailles pour la nation française. Et au final, un peu comme les JO, ben, ceux qui ont remporté le plus de médailles, ben, vont gagner. Ok, donc c'est les sports qui sont pas qualifiés au JO font un peu l'antichambre dans le but de peut-être y rentrer derrière, quoi. C'est ça. Pensez qu'on a nos chances pour mettre le power au JO ou pas? Bah, on a quand même il y a encore quelques nations qui ne participent pas encore en Power. Il me semble que bah, déjà, il y a. La Chine, Ouais, qui est une ouais, grosse nation olympique. Donc, exactement, il y a la Chine. Bon, ouais, ouais, mais la Russie. Russie, ils participent, enfin, ils sont dans le power, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que la Chine, pour l'instant, ils sont pas encore investis dans le power, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Il y a l'Argentine aussi. Il y a pas mal de pays en Amérique du Sud qui ne sont pas encore dans notre sport. Du coup, je pense que c'est ça un peu le frein. Mais sinon, pour ça, moi, je pense qu'on a nos chances. Avec les nouvelles règles qu'ils ont mis en place, bon, même si ça me fait souffrir un peu, des temps de récupération plus courts entre les mouvements, bah, ça fait que le sport il est beaucoup plus facilement visionnable. Avant, je sais pas si tu t'en rappelles, bon, je pense que tu t'en rappelles, hein. Avant les championnats du monde, ben, par exemple, les premiers championnats du monde de Jade, c'était un plateau de 19 athlètes. Et donc ça fait 19 athlètes, tu vois la 19e, tu vois la première. Donc au final, le match, Ah, c'est long. il est long en fait. Si t'es pas passionné, t'as du mal à regarder tout ça. Tandis que quand t'es passionné, c'est pas un problème. D'ailleurs, bah, j'étais sur place, j'étais assis pendant toute la compétition, tu vois. Mais en gros, ils ont commencé à mettre en place du coup le top 8. Et du coup, le top 8, ça fait que 8 athlètes au lieu de 19. Ça fait que les tours, ils passent assez vite. Et au final, la compétition, elle se regarde tellement vite que t'as même pas l'impression que t'as regardé une compétition entière. Du coup, je pense qu'avec ça, on a un peu plus nos chances. À voir si dans les années qui arrivent, avec les World Games qui sont passés un peu en RAW, si ça attire pas les nations qui ne pratiquaient pas ce sport. Et après, je pense que on est tout droit vers les JO, hein, je pense. Bah, puis en plus, pour l'avoir vu, enfin, je pense qu'on est un peu des anciens dans le power. Il y a 5 ans, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et si ça continue de grandir à vitesse exponentielle comme ça, je pense qu'on a nos chances, ouais. Et toi? Malgré le top 8,
Franchement, hein, regarder un bench quand j'ai pas d'athlète dessus, je m'ennuie quand même, hein. C'est vrai que le bench, À part, tu vois, quand tu as, allez, on va dire un match où que tu as vraiment des lifts impressionnants, tu regardes Kaiko, ben voilà, tu attends Ouais, la fin du groupe à chaque fois pour voir son bench. Ok, c'est cool. Mais contrairement au squat et au deadlift, déjà ça met plus de temps parce que tu as double réglage entre les sécu ouais, et le rack. C'est plus long avec le setup, tu as des athlètes qui mettent 40 secondes ouais, pour se c'est vrai. placer. Je pense que là-dessus, alors je vois pas comment pour l'instant, mais si on arrive à trouver un fonctionnement un tout petit peu différent pour cet aspect bench, c'est le truc qui peut pêcher encore à l'heure actuelle Ouais, pour moi, pour le rendre plus attractif. t'as raison. C'est vrai. Je vois que C'est un ça. bon point à soulever, effectivement, que développer couché, bah, bon, après, c'est mon avis à moi, et je pense qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est le mouvement qui, bon, niveau technique, donc, dans l'aspect coaching, c'est le mouvement le plus dur à coacher, c'est le plus dur à calibrer sur un athlète, mais à visionner, c'est un peu le moins impressionnant. Mm, mm. En gros, je suis plus impressionnant en regardant, je suis plus impressionné par Mega Gojira, Jesus Olivares qui squatte 455 que de le voir bencher de 80, même si de 80, ça reste Mm, extraordinaire. mm, mm. Et du coup, Bah, déjà, pour le public non initié, en termes de charge, forcément, vu que c'est moins important, c'est moins impressionnant c'est ça, directement. Ouais. exactement. Et le fait que ce soit bah, plus long sur le setup, etc., je pense que ça casse un peu la dynamique. Par exemple, le deadlift, c'est archi rapide et c'est super entraînant à voir. Donc, ouais. Exactement. Après, je tiens à préciser que c'est pas parce que je suis nul au bench que je dis ça, hein. Je suis pas un rageux du tout, pas du tout. Et toi? Et toi, le bench? Ça va, c'est pas mon lift le plus nul, donc ça va. Je déteste. On est ensemble. Et ouais, et le fait juste d'avoir une charge qui est inférieure par rapport aux autres mouvements, c'est aussi ça qui crée C'est ça, le côté un petit peu moins dynamique pour le public non effectivement. avisé, je pense, Et tu vois. même le côté allongé, le fait que c'est le seul mouvement où tu es allongé, Mm. où tu fais descendre une barre et la remonter, tandis qu'un squat, tu as la barre sur le dos et du Ouais, coup, tu viens l'athlète chercher est au dos sol. au public aussi, tu vois. Exactement, tu vois que sa tête, faut que tu te mettes un peu sur le côté pour voir ce qui se passe. Ben, voilà. Parce que c'est vrai que là, tu vois, le fait d'être 8 par KT, pour nous qui avons l'habitude de voir de la FA, oui, ça passe beaucoup plus vite. Mais pour ma mère qui va regarder la télé avec une compétition, Ouais, ça va durer 2h30, 3 heures quand même. ouais, C'est exactement. super long, quoi. C'est Enfin, vrai, c'est vrai. C'est donc, vrai. je sais pas comment on pourrait plus dynamiser la chose. Après, au bout d'un moment, on risque d'être un peu coincé, sinon ça sort un peu de la logique du sport. Effectivement. Mais ouais, peut-être à creuser là-dessus. Et aussi, top 8, j'y pensais, mais c'est vraiment pas très équitable, tu vois, entre un top 8 de 47 et un top 8 de plus de 120 sur la récupération entre les Ouais, lifts. Enfin, t'es le mieux placé pour nous en parler. Quand tu sors d'un squat à 3,50 pour enchaîner sur 3,75, ouais, non, c'est vrai que moi, au championnat du monde, ça m'avait. Bah, d'abord au championnat d'Europe. Donc, au championnat d'Europe, donc je fais mon dernier squat, donc je fais 375. Il y tu avait peux nous dire tes max juste, mes max à l'entraînement en compétition. les deux. Du coup, en compétition, mon plus gros squat réalisé, c'est 375. Et à l'entraînement, c'est 385. Au développé couché, mon meilleur développé couché, c'était 230 en compétition. À la salle, j'ai fait 237,5. Et au deadlift, mon meilleur deadlift, c'est 385 en compète et 390 à l'entraînement. Ok. Et du coup, ben, quand je suis sorti de mon squat aux Europes à 375, je me souviens que Cyril, il m'a aidé, Cyril et Mathieu, ils m'ont aidé à retirer mes genouillères. Après, ils m'ont dit, on passe au bench. Et moi, je me suis dit, peut-être qu'ils parlent entre eux, en mode, on passe au placement du bench. Non, c'est moi, j'ai dû commencer à faire mon développé couché. Je me rappelle, ça m'avait tellement marqué que j'ai envoyé un message à Aurélien, je lui ai dit, mais ils veulent me tuer là, parce que de base, moi de base, je couple pas le squat et le bench. Parce qu'en fait, ben, le squat, il me cause des irradiations au bras, qui fait que derrière au bench, ben, c'est de la souffrance. Donc j'ai préféré coupler squat et soulevé de terre et isoler le bench tranquillement. Ok. En plus, comme c'est mon point faible, j'aime bien isoler mon point faible, comme ça j'arrive dessus, je suis motivé, j'ai toute mon énergie et je peux me consacrer à mon point faible. Ça, on va pouvoir en Ouais. discuter après sur ta répartition entre tes mouvements. J'ai pas mal de trucs à Ok, te poser. pas de problème, avec grand Et du plaisir. coup, t'as pas l'habitude d'enchaîner C'est vraiment ça. les Et, mouvements, et quoi. du coup, donc je suis allé sur le développé couché, je me rappelle, j'ai des racks barres vides. C'est lourd. J'avais l'impression qu'ils avaient déjà mis 170. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, ça fait que même au championnat du monde, j'étais préparé parce que j'avais fait les championnats d'Europe, mais pareil, Cyril il m'a dit, bon, récupération max. Je me suis dit, ah, génial, génial, je vais avoir 20 minutes. Parce qu'on était aux Europes, on était juste les plus de 120, donc on avait moins de pauses, tandis qu'au monde, on était couplé avec les plus de 84. Tu veux dire que tu avais les 8 en 120, C'est ça. c'est tout? Non, les Ou 8 tu en avais plus deux de groupes? 120. Ouais, non, c'est ça, les 8 en plus de 120. Ok, 10 minutes Ensuite, de c'était récup 10 minutes, et ouais, c'est ça. t'enchaînes. Quand il y a qu'un groupe, c'est 20 minutes.
Ah oui, 20. Ouais, 20 minutes de récupération, ensuite le développé couché, 20 minutes de récupération, le soulevé de Ah, terre. mais ça va super vite. 20 minutes, Mais C'est trop peu. tu imagines 20 minutes, même quand tu sors du bench au C'est deadlift, ça, exactement. quand t'as des mecs qui montent à plus de 300, C'est ça, exactement. Du coup, ça fait que, tandis qu'au monde, on avait les plus 84 avec nous. Donc, je me suis dit, génial, je vais avoir une bonne vingtaine de minutes pour récupérer. Il m'a enlevé mes genouillères. Je me suis posé comme ça. Ils m'ont dit, bon, on part au développé couché. Encore une fois, j'ai cru qu'on se foutait de moi, mais non. Malheureusement, ça fait que au niveau récupération, c'est vrai que pour les grosses catégories, c'est très compliqué. Parce que, bah, pour ces championnats du monde-là, bah, Jade avait participé aussi. Et même elle, qui du coup était en 57, me disait que les temps de récupération, les enchaînements de mouvements, elle en peut plus. Alors que Jade, si tu la vois à la salle, je vais lui mettre un SBD, elle va avoir 8 séries de squat, 8 séries de soulevé de terre et 8 séries de bench. Elle va les faire en 2 heures, tandis que tout le monde, on va tous les faire en 6 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'elle est là, elle tourne vite, elle enchaîne vite. Mais même elle était surprise par le fait que à la vitesse à laquelle on enchaînait. Donc quand j'ai reçu ce message-là, je peux te dire que j'étais à deux doigts de me dire, bon, on va s'économiser au squat, on va s'économiser au développé couché, on va s'économiser au terre. Non. ouais. Bon, du coup, réfléchissez à notre fonctionnement, s'il vous plaît. Au moins pour les plus de 100. Laissez-moi récupérer, s'il vous plaît. Ok, donc bah, ça fait un bon horizon là pour le côté athlète. Donc prochaine échéance pour toi, c'est France Élite. Exactement. Et ensuite, Ensuite, Cyril il nous a laissé le choix pour ceux qui sont qualifiés pour les World Games. Soit on décide de refaire tout le circuit, c'est-à-dire de faire les Europes, les mondes et ensuite les World Games, ou soit de juste se consacrer sur monde World Games, ou soit juste attendre les World Games. Moi, je me suis dit que vu que l'Inter, je viens d'y être, j'ai pataugé pour avoir ma sélection pour les Europes et les mondes, ben, je me suis dit que je vais récidiver. Donc après ça, j'ai février les Europes, ensuite juin les mondes en Allemagne, et ensuite j'irai faire les World Games en août. en août. C'est Ok. ça exactement. Et est-ce que enfin, ça va être difficile, tu vas me dire non, mais tu comptes pas t'économiser sur les mondes pour les World Games derrière? Pas du tout. Ok. Je vais tout éclater à monde, enfin j'espère, espérons-le. Hmm. Et après, je vais renvoyer sur les World Games. En fait, comme je le disais, parce que j'en parlais beaucoup avec Aurélien, je disais qu'en fait, les World Games, c'est de l'expérience. C'est vraiment découvrir quelque chose. Découvrir quelque chose qui n'a pas encore été découvert par les athlètes Hmm. pratiquant l'euro. Hmm. Tandis que les mondes, c'est quelque chose pourquoi j'ai sué toute ma vie pour y aller. C'est vraiment un objectif que j'avais en tête, parce que bon, quand j'ai commencé la FA, bah, j'ai commencé la FA et j'avais Rico dans mon club. Donc, ça veut dire que je voyais Rico avec le singlet de France, aller faire les mondes. Hmm. Je me disais, ah ouais, c'est un kiff. J'ai essayé de charbonner pour y aller. Bon, malheureusement, à ce moment-là, j'avais à peine un niveau national. Ensuite, j'ai encadré Jade. Jade, je l'ai fait partir du niveau régional. Et après, elle est partie au championnat du monde comme ça. Je la voyais faire les mondes. Ensuite, je vois Jade faire Sheffield en 2021. Je me dis, ah ouais, ok, d'accord, c'est incroyable ce qu'ils vivent. Et moi, j'ai envie de le vivre. Et malheureusement, bon, j'ai été énormément handicapé par des soucis de santé, des blessures, etc. Mais je me suis dit qu'il fallait un jour que j'aille sur la plateforme internationale, que je porte le singlet de France sur plateforme internationale. Donc, j'ai réussi à l'avoir l'an dernier. Du coup, il y a quelques mois. Malheureusement, bon, la performance n'était pas assez importante à mes yeux. Et du coup, il faut que je récidive. Il faut que maintenant que je suis arrivé là, il faut que je donne tout ce que j'ai, que je donne toute ma vie sur ces préparations-là. Sur le championnat du monde dernier, t'as fait quoi comme total? J'ai fait 965, sachant qu'aux Europes, j'avais fait 990. 9,90 et tes attentes pour monde étaient plus élevées? Ouais, c'est ça, je voulais faire plus qu'aux Europes, je voulais afficher la tonne. Enfin, j'espérais pouvoir afficher la tonne jusqu'aux dernières semaines où les problèmes de santé, et douleurs, etc. sont revenus. Où là, j'étais en mode bon stade, on va essayer de se présenter sur la plateforme. Mais là, ça m'a laissé un goût amer, j'ai envie de te dire. L'expérience est extraordinaire. J'étais content de partager la plateforme, de voir Mega Gojira qui passait 2 essais après moi, voir Temur, voir et plein de monde, voir que je suis avec Sonita, énormément d'athlètes que je regardais à la télé, tu vois. Mega Gojira, je l'ai regardé au championnat du monde en Suède. Malheureusement, j'avais pas pu rester. Du coup, j'ai regardé le live. Je l'ai vu faire des choses folles et tout. Et là, je suis à côté de lui. C'est-à-dire que je suis dans ce même endroit-là. Je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable. Donc, au début, bah, j'étais heureux d'avoir pu participer. Mais maintenant que bah, je suis redescendu de mon nuage, bah, je me dis que la performance n'était pas suffisante et qu'il faut que j'y retourne et qu'en Allemagne, bah, je fasse le score que je dois faire. Et à partir de combien tu serais satisfait? Ben, pour les mondes, j'aimerais Ouais. faire plus de 1030. Ok. Et là, tu aimerais sur Elite valider la tonne? C'est ça, j'aimerais. J'aimerais si tout se passe bien. Tu serais le seul Français à l'avoir fait en En, RAW. en RAW, exactement. Ok. Je suis le seul. Énorme. Ok. Donc pour le côté athlète et tes coachs, C'est ça, exactement. double casquette. Exactement, double casquette en gros. Moi, de base, j'étais cursus scolaire, économie droit.
Ça me plaisait au départ, donc j'ai fait la L1, la L2, j'ai eu la L3 avec mention. En L3, on devait faire un stage, Hmm. mais moi j'ai décidé de faire une activité professionnelle à la place. Donc j'ai commencé à travailler à l'aéroport, et c'est là que j'ai découvert le monde du travail, et que c'était pas du tout ce qui me plaisait. Et en même temps de mon arrivée en L3, bon, à côté, je m'entraînais à USCOV, je venais faire les ouvertures tout le temps. Ah, franchement, j'étais un bénévole acharné. Donc je finissais les cours sur Paris, je prenais les transports, je venais ouvrir la salle, etc. Et en même temps, ben, tu te noues d'amitié avec les gens qui sont là-bas. Donc, j'ai rencontré la famille de Jade, j'ai rencontré son père, j'ai rencontré ses frères, etc., etc. Son père m'a demandé de les encadrer, donc je les ai encadrés bénévolement. Et en fait, bah, quand j'étais en cours, au lieu de suivre les cours, j'étais en train de réfléchir à leur programmation. Et petit à petit, je me suis dit, mais Stan, il y a quelque chose. Ça, c'est ce que tu fais, c'est quelque chose en fait. C'est du coaching entre guillemets. Du coup, il faut que en fait, ça me plaisait beaucoup plus que ce que je faisais à l'époque. Tu vois, j'étais réserviste. Ça veut dire que je donnais les chambres d'hôtel, enfin les chambres de repos aux pilotes d'avion. Après, j'ai été agent d'accueil, donc je travaillais directement dans l'aéroport et j'aidais les gens à prendre leur ticket, etc., Hmm. etc. C'était pas nul, hein, mais ça me faisait pas vibrer. Bah en fait, enfin tu me coupes si je me trompe, mais c'était plutôt un job qu'on appelle plutôt alimentaire pour te faire vivre, ramener de l'argent, Exactement, c'est ça. etc. Mais c'était Exactement. pas là où tu avais un gros épanouissement et même en Exactement. termes de développement perso, c'est limité quoi. C'est ça, exactement. Du coup, je me suis dit, bon, Stanley, il faut que tu te jettes à l'eau. J'ai mis du temps à me jeter à l'eau, j'avoue, parce que j'avais peur, hein. J'avais peur de me lancer dans le coaching et de ne pas, en fait, de ne pas avoir les capacités pour. Parce qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas énormément de contenu Hmm. coaching. C'était l'époque où, pour avoir des informations, tu devais regarder les vidéos de Joey Flex, tu regardais sur YouTube, d'essayer de Hmm. comprendre l'anglais en même temps. Et donc, ça veut dire que j'étais en mode, est-ce que vraiment j'en ai les capacités? Du C'est coup, quelle période? c'était la période 2018, 2018, 2017, ok. 2018. Il me semble que tu venais de commencer au PT, il me semble. Moi, j'ai fait ma première compétition en octobre 2017 Ouais. et on a lancé OPT le 20 janvier 2019. Ok. Ok, Voilà, d'accord. Ah, d'accord, on ouais. avait commencé déjà à coacher Ouais. en 2018 Ouais. sur de la force athlétique. Moi, j'ai commencé à coacher tout court en 2017. Ok. OPT n'était pas lancé et ensuite sur la fin d'année, Youssouf, Mehdi et moi, étant donné qu'on s'entraînait tout le temps ensemble, Ouais. en fait, on se retrouvait sur les compétitions et on s'est dit, bah, plutôt que de se retrouver à chaque fois et à chaque fois se donner un coup de main, autant qu'on forme un collectif, qu'on se Ouais. retrouve tous ensemble avec les mêmes t-shirts et l'appartenance de groupe Ok, et lancer OPT. ok, d'accord. Donc ça datait un petit peu avant, Ouais. mais OPT c'est 2019. Ouais. Ok, Donc d'accord. toi, tu as commencé à coacher 2018 du coup. C'est ça, Ok. 2018, j'ai commencé bénévolement avec Jade, son grand frère, son petit frère. Ensuite, j'ai eu Kevin. Et après, ça commence à me faire vibrer. Je me suis dit, bon, on va professionnaliser ça. Et du coup, je l'ai professionnalisé. Trop bien. Et donc là, maintenant, à l'heure actuelle, tu as combien d'athlètes à peu près sous ton aile? Là, j'ai une quarantaine d'athlètes. 40 athlètes, C'est ok. ça. Et est-ce que pour la majorité, tu les encadres principalement à l'USCOV ou ça représente quelle partie? Parce Alors, qu'on voit souvent sur tes réseaux que tu peux les encadrer, tu t'entraînes avec, donc ça c'est c'est super ça. bien. Ouais. C'est vrai que j'ai pas mal d'athlètes que j'encadre directement à USCOV, mais j'en ai plus à l'extérieur. À USCOV, c'est vraiment un vivier. Je dois en avoir peut-être 15. Et le reste, c'est en ligne. C'est déjà super bien, Ouais. tu me confirmeras, parce que toi, du coup, tu en as peut-être moins en présentiel, j'imagine. Le fait d'avoir bah, une quinzaine d'athlètes C'est ça. directement avec toi, il y a des avantages, il y a bien sûr des inconvénients, Il y a j'imagine, des puisque gros inconvénients, c'est vrai. quand tu t'entraînes et que tu as un athlète qui vient te demander quelque chose, bon, ça fait plaisir, mais sur le moment, pas vraiment. C'est ça, exactement, Mais c'est quand exactement. même une force de pouvoir les avoir en C'est vrai, quoi. vrai que les avoir en vrai, ça change énormément. Tu as énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, j'avais un client qui ne s'entraînait pas encore au club, avec qui ben, on avait du mal à progresser en fait. Et je comprenais pas pourquoi. Je regardais tous les facteurs, etc., etc. Mais c'est une fois qu'il a commencé à venir à Uskov que j'ai commencé à voir que ses temps de récupération ils étaient extrêmement longs. Et c'est ces petits détails-là qui au Mm. final bah, recréent une progression. Les gens ils pensent qu'on abuse quand on dit que tout compte en force athlétique, Mm. mais pas du tout. C'est-à-dire que si entre tes séries tu prends 25 minutes, bah, tu vas avoir moins de résultats que la personne qui prend des temps de récupération totalement intéressants, tu vois. Et donc, quand on a commencé à travailler sur ces temps de récupération, bah, c'était beaucoup mieux. Un, il prenait beaucoup plus de plaisir parce que ses séances étaient beaucoup moins longues. Mm. C'est-à-dire que la séance qui devait durer 2h30 durait presque 4 heures avec lui parce que il avait des temps de repos exagérés. Et au final, bah, plus de plaisir à l'œuvre égale plus de résultats, Mm. j'ai envie de dire. Ouais, bah du coup, pareil, je suis d'accord avec lui. Donc, ouais, j'ai un peu moins d'athlètes en présentiel à Uskov, mais exactement pareil. Il y a des trucs qu'on voit
pas forcément en vidéo. Je me souviens, une des toutes premières compétitions que j'ai fait avec un athlète que du coup je coachais en ligne, que j'avais jamais vu en vrai. Et du coup, bah, j'étais allé gérer son match en compétition, c'était Benjamin. Et en fait, en salle de chauffe, je voyais que techniquement, il y avait des trucs qu'on voyait pas en vidéo. Et en fait, en salle de chauffe, je me suis dit, mais ça, je l'ai jamais vu en vidéo. Pourtant, j'essaye de faire varier les angles, etc. Mais en salle de chauffe, je lui dérate la barre et en fait, je vois qu'il est pas bien placé sur le banc. Et du coup, ouais, en présentiel, il y a quand même une grosse différence. Ah, tu vois beaucoup plus de choses. Bah, c'est les limitations qu'on peut avoir. Je pense que avec le distanciel, on fait du très bon boulot et sinon, on n'aurait pas bah, tous les résultats qu'on peut avoir avec nos athlètes. Mais bah, il y a toujours cette petite partie qu'on peut pas Exactement. enlever et tu vas te placer d'un côté, tu vas voir un truc que tu vois pas en vidéo. Et là, tu parles des temps de récupération. Ça, pareil, tu peux poser la question, combien de temps t'as pris? Peut-être que le gars va te répondre 8 minutes, alors qu'en Exactement. vrai, il y en a le double, Exactement. tu vois. Exactement. Et moi, il y a un truc que j'avais remarqué aussi, alors je saurais plus dire sur qui, mais c'était juste le niveau d'engagement en fait avant la série. Ouais. Dans le sens où, tu vois, des séries de back-off ou de jours secondaires ou autres, euh, je demande pas d'être hypé, parce que sinon bah, ça génère beaucoup de fatigue et c'est difficile de Ouais, rebondir à chaque fois, mais juste être activé, tu vois, et pas arriver ramollo, discuter avec ton pote juste avant et rigoler un coup et puis te lancer sur la série. Non, le focus il doit être aussi présent, et ça, juste en changeant ce paramètre, mais que j'ai vu que une fois en vrai, ben ça peut faire la différence aussi, tu vois. Ok, bon bah on a fait le tour par rapport à ça. Moi j'aimerais qu'on aborde du coup le sujet de ton athlète, donc Alan, Ouais, Alan, qui a fait le record du monde sur le soulevé de terre. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire de quel point il est parti quand tu l'as récupéré et quels ont été un peu les axes que tu as pu donner niveau travail, là plutôt sur le côté programmation ou technique, parce que bah, pour ceux qui l'ont pas vu, vous irez voir où on essaiera d'insérer une vidéo. Il a un deadlift qui est ultra optimisé, donc en sumo avec des bras très 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 longs et donc bah, peu d'amplitude. Est-ce que juste le fait d'avoir peu d'amplitude, peut-être tu as pu remarquer des formats de travail qui étaient peut-être différents des autres deadlifts des personnes dites classiques? Est-ce que t'as mis en place des variations qui ont pu changer la donne? Enfin voilà, juste avoir ton retour d'expérience dessus. Alors du coup, Alan, ça fait à peu près un peu moins d'un an que je le coach. Et en fait, quand j'ai commencé à le coacher, il avait déjà un deadlift absolument monstrueux. Il avait 2,20. Bon, c'était pas surcalibré, c'était sur Basic Fit, mais c'était déjà plus que le record du monde, puisque le record du monde, avant qu'Alan le batte, était à 201. Donc c'était déjà 19 kilos au-dessus du record du monde. En termes de technique, j'ai pas eu à changer grand-chose. Il y a eu quelques petites optimisations, mais en fait, on dirait qu'il est né pour faire du deadlift et du coup, il se plaçait déjà très correctement. C'est plus en termes de programmation et de cadre où ça a changé. Du coup, pas de variation particulière parce que il était vraiment excellent techniquement, donc pas besoin de variation. Mais déjà, en fait, il voyait ça comme un jeu avant de le coacher, et c'est-à-dire qu'il pouvait faire du deadlift tous les jours pendant 3 semaines. Et bah, juste le fait de le cadrer sur ça, il y a eu forcément une meilleure récupération, donc une meilleure progression. Heu, Tu parlais, le fait qu'il ait pas beaucoup d'amplitude, le fait de faire beaucoup de volume, des séries assez longues, ça lui a bien marché il était capable de bah, là, par exemple, sur le bloc juste avant le picking, il m'a sorti 240 fois 6 au deadlift, donc il avait avec un max à peu près autour de 255, donc c'est énorme. Il est vraiment ultra fort sur les formats. Il m'avait sorti un 6 fois 6 à 230, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, ouais, ça a plus été autour de la programmation. Donc intégrer beaucoup de volume, mais pas beaucoup de fréquence parce que, il en fait, ça impactait, trop son squat, et puis, au niveau récup après c'était pas OK. En fait, j'ai testé plusieurs choses et le fait de faire juste 2 deadlifts mais avec beaucoup de volume, donc 6 séries de 6 par exemple, ou voire même on est déjà monté sur des fois 7, des fois 8, c'est là où on a eu les meilleurs résultats. Ok. Et donc là, si on reprend sa base d'entraînement, là par exemple sur les 3 mois de préparation, est-ce que tu as un jour vraiment typé volume, 6 x 6 à 230, etc. Et un autre qui est vraiment typé intensité avec des rep range plus bas? C'est comme ça? Alors du coup, ouais, il y avait 2 jours, donc sur son jour secondaire, vraiment beaucoup de volume, donc ouais, autour de 6 enfin, entre 5 et 6 séries, et pas moins de 5 répétitions à chaque fois. Et même sur son jour d'intensité, donc sur le dernier bloc du picking, on était sur des fois 1, mais avant on est monté sur classique, sur un triplé, un doublé et puis une single, mais en back off, beaucoup de volume. Donc sur des back off, on était sur des séries de 7, des séries de 8, et cetera, et c'est comme ça qu'on a eu le meilleur rendement.
Donc, conclusion, même pour faire un record du monde, pas que des singles et pas que des doublés, toujours très lourd, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et ça, je l'ai remarqué aussi sur les benchers qui avaient peu d'amplitude. Pareil, les rep range assez longs, ça fonctionnait vraiment bien. Et je sais pas comment vous fonctionnez niveau répartition, si vous mettez des assistances ou pas dans vos programmations, mais est-ce que lui, il avait justement une part d'assistance qui était importante sur tout ce qui est pattern de hinge avec la chaîne postérieure activée, etc. ou pas du tout et son deadlift comp suffit? Alors du coup, sur les assistances, sur son pattern de hinge, bah, c'était pour son squat. Parce qu'en fait, son terre, il est tellement excellent techniquement que j'ai besoin de rien changer, ni techniquement, ni par l'implémentation de nouveaux patterns, etc. Du coup, les renforts qu'il pouvait avoir, c'était effectivement pour bouger correctement sur son squat et pas non plus d'un point de vue hypertrophie parce que bah, il est en moins de 53, donc on peut pas monter très très haut. Du coup, ouais, le renfort, c'était pour niveau santé et technique, quoi. Ok. Et dernière question, là, tu m'as évoqué le fait que vous allez monter en 59. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu vas conserver exactement la même programmation, mais juste tu vas laisser le poids de corps monter? Ou est-ce que tu comptes, tu vois, sur tes 6 séries de secondaire, est-ce que tu vas peut-être en garder que 3 ou 4 et à côté de ça mettre du travail d'hypertrophie pour construire de la masse musculaire justement pour rentabiliser la KT? Comment tu vois un peu les axes de travail dessus? Alors du coup, vu que forcément là on sort d'une compétition, on va baisser un peu l'intensité, baisser un peu le volume. Donc quoi qu'il arrive, on baissera un peu le volume, histoire de qu'il se régénère un peu. Mais en termes d'hypertrophie, en fait, il est déjà ultra sec et je sais qu'il va monter très facilement. Je sais que si je le limitais pas, il serait à 60 kilos en étant ultra sec. Donc je vais pas intégrer d'hypertrophie, spécifiquement pour prendre du muscle, mais on va bouger sur des exos d'hypertrophie d'un point de vue santé. Stan, t'en penses quoi, toi, des limitations de catégorie? Dans quel cas tu vas plutôt te dire, OK, on limite peut-être l'apport calorique pour rester dans une catégorie inférieure sur le côté compétitif, versus dans quel cas ou quel profil tu vas dire, non, bon, là, c'est stop avec cette caté, c'est le moment de monter, tu vois? Du coup, là, moi, bon, je pense que mon avis va ça va être facile de dire dans mon avis, hein, vu que je suis en plus de 111. Mhm. En T'as gros, commencé en quelle caté d'ailleurs? j'ai commencé en moins de 105. 105, ok. Du coup, pour moi, en vrai de vrai, se limiter dans une KT, c'est pas la solution. On va dire que dans 95% des cas de figure, faut monter d'une catégorie. On voit qu'on a du mal à se limiter, on a trop de choses à faire, on a trop de choses à faire pour se restreindre, faut monter. Maintenant, les 5% restants, c'est s'il y a quelque chose à jouer. Et quand je dis quelque chose à jouer, c'est pas il y a une qualif France à jouer. C'est vraiment il y a une possibilité de faire quelque chose à l'inter. S'il y a quelque chose à faire à l'inter, ouais, là on peut penser à commencer des protocoles, essayer de se maintenir. Mais s'il n'y a pas de réels enjeux derrière, c'est juste ouais, on veut parce que le minima France il est plus abordable. Non, on va monter, on va construire, il y a beaucoup plus de marge. Parce que pour moi, l'un des facteurs les plus importants de progression, c'est l'hypertrophie musculaire. Plus tu es musclé, plus tu vas être fort, selon moi. Et du coup, ben, plus je vais monter en catégorie, ben, plus tu vas être fort. Bon, Mm. faut pas abuser. Je vais pas prendre un 66 et le monter en 93, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, se limiter dans une catégorie, j'ai jamais été trop fan. J'ai quelques clients qui le font parce qu'il y a quelque chose à jouer, mais sinon, à part ça, je suis le premier à dire, ok, on monte, on monte, on monte, on monte. Par exemple, Mm. le même Belge dont je te parlais, il se limitait en moins de 93, sauf que le boug, il est plus grand que moi en taille, tu vois ce que je veux dire? Il est beaucoup plus grand que moi en taille, enfin, beaucoup, j'exagère, il doit faire 2-3 cm de plus que moi. Il se limitait en 93, il arrivait sur la plateforme tout fatigué quand on arrivait en 93, je lui ai dit, mon gros, on va monter en 105 et je veux plus rien entendre. Et la montée en 105, c'était la plus belle chose qu'il ait fait dans sa vie, tu vois ce que je veux dire? Niveau progression, il a explosé de fou entre le passage en 93 et le passage en 105, tu vois. Parce qu'au final, les gens veulent se limiter alors qu'il y a beaucoup plus de potentiel à aller chercher plus loin, tu vois. J'ai déjà eu pas mal de profils qui justement étaient dans la quête perpétuelle de la qualif France, encore une fois le minima, en 66 ou 74. Et au bout de 2 ans à pas y arriver, on s'est dit, bon, là tu vois sur ton hors-saison, tu prends 30 kilos, tu retournes en compète, tu les repères parce que t'es fatigué et tu cut. Là, peut-être que l'objectif, ça va être justement de prendre de la masse musculaire et aller chercher justement ces kilos en plus pour remplir la KT supérieure. Et au final, la KT supérieure a été atteinte assez rapidement et les minima de la KT supérieure sont tombés. Donc, Exactement. toujours se restreindre pour atteindre les 600 à quel KT, Exactement. ben, peut-être que juste monter ton poids de corps et d'ici un an, tu auras 650 et les minima de la KT supérieure plus Exactement. facilement et plus rapidement, tu vois. Exactement, et même prendre plus de plaisir. Parce que quand tu es là à être limité dans la même catégorie, tu tournes autour des mêmes barres.
Tandis que quand tu vas prendre du poids, tu vas découvrir de nouvelles barres, tu vas relancer une progression. Et des fois, le fait de relancer ta progression, ça va te faire à nouveau kiffer, ou encore plus kiffer ce que tu faisais déjà, tu vois. Ou bien aussi sur l'aspect qui est quelque chose qui est majoritaire dans notre pratique, c'est la gestion de la blessure. Ouais. Sur les catégories vraiment restrictives, avec des gros protocoles de water cut, des grosses phases de déficit calorique, ben ça pardonne pas, tu vois. Les Non, inflammations, elles sont plus propices. Quand tu fais ton SBD en intensité, bah, si tu manges rien derrière, tu vas pas récupérer. Et exactement. même, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu mets une charge sur ton dos, le point d'application de la charge sur ton muscle, eh ben, enfin, c'est ton muscle qui répartit tes forces, tu vois. Donc, si tu as plus de section musculaire, automatiquement, c'est mieux Bien réparti. sûr. Et donc, ça pète moins facilement et tu écartes aussi un risque de blessure, quoi. Il y en a Exactement. beaucoup qui l'oublient, ce truc-là, hein, Exactement. je Parce que pense. ouais, se restreindre, c'est jamais la solution. Mm. Se restreindre, c'est la meilleure manière de rentrer dans un, entre guillemets, burn-out et en avoir marre, en fait. Parce que tu vas être là, tu vas pas pouvoir manger, tu vas devoir te limiter et en plus, les résultats ne seront pas aussi exponentiels que tu l'espères. Et donc, au final, bah, le goût pour la pratique, il va diminuer petit à Mm. petit jusqu'à bah, te dire, bon, en fait, j'arrête. Par exemple, il y a un Ouais. Uscovien, pareil. Il y a un Uscovien qui s'est battu longtemps pour les minima en moins de 74, alors que de base, ben, il faisait un bon 90 kilos. Ah oui, Il est ah redescendu. oui, mais c'est des Et codes UFC, ça. c'est ça. En fait, il faisait un déficit pour redescendre. Il est redescendu aux alentours de 81, 82 kilos. Et à partir de là, il commençait son cut. En fait, il refaisait un déficit pour redescendre à 78 kilos. Et à 78 kilos, il refaisait encore un plus gros déficit pour aller à 76 et water cut. C'est ce que je veux dire. Ouais. Tout ça pour jouer une qualif France. Et là, aujourd'hui, ben, il fait 96 kilos. Il a réussi à l'avoir en Non, 74? malheureusement, il l'a Ok. pas eu. En fait, il a fait une seule compétition en 74. Il a manqué les minima de 10 kilos, il me semble. Il a voulu en refaire une, mais en fait, le protocole, il était trop contraignant pour lui. Normal. Donc, Ouais. la pesée était à 9 h. À 6 h du matin, il était à Fitness Park en train d'essayer de se faire dépenser les derniers grammes. Au final, il a pas réussi sa catégorie. Au final, il a même pas réussi à faire son poids. Il voulait même pas faire la compète. On lui a envoyé un message au Raymond. On lui a dit, bon, fais-la quand même en moins de 83. Il est venu la faire en moins de 83. À l'entraînement même, quand il était à l'époque là, quand il était en déficit, il était tout pâle. C'est-à-dire que il venait dans le bureau, il nous demandait un sucre parce qu'il était à deux doigts de tomber par terre. Et au final, il s'est dit, bon, j'arrête mes bêtises. Là, il fait 96 kilos et lui-même, il me le dit. Il me dit, bah là, la pratique, elle est beaucoup plus kiffante. Avant, j'étais bloqué autour de 200 au squat, j'arrivais pas à faire 202, donc je devais faire que des 200, faire des singles à 195, 192,5. Aujourd'hui, je suis là, je suis sur du 220, 225, 230. Qu'est-ce que je veux dire? Et même au développé couché, pareil, il me disait, en fait, je reprends goût à la pratique parce qu'en fait, la progression, elle est plus intéressante que la quête du minima, entre guillemets, pour lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, que ce soit en termes de coaching ou en termes de compétition en tant qu'athlète, la frustration, elle est énorme quand je sais pas moi, quand tu fais 2,10 à l'entraînement et que le jour J, tu restes bloqué à 195 ou 200 uniquement parce que bah, t'as pas les ressources en termes d'énergie C'est et ça. que tu as un poids de corps qui est plus bas. Même, comme je disais la dernière fois, à niveau national, euh, si je dis ça, c'est pas pour être le vieux con, tu vois, mais les erreurs, je les ai faites moi-même. Et Ouais, bien sûr. pendant deux saisons, les deux premières saisons, c'était restriction en moins de 74. Donc je mangeais même pas 2000 calories. J'étais à 79. Ensuite, on faisait des water cuts pour Ouais. tomber en 74. Alors oui, j'ai participé au championnat de France, mais franchement, mes France, c'est une des pires expériences que j'ai faites en compétition. Tous mes max étaient plus bas qu'à l'entraînement. Et franchement, tu t'entraînes pour être plus fort sur le plateau. Tu t'entraînes pas pour perdre 20 kilos, tu vois. Exactement. Bah ouais. Moi On, aussi, c'est on pareil. exclut juste le niveau Ouais, le niveau international. hyper élevé comme un championnat du monde où l'athlète perd 20 kilos parce qu'il fait un water cut, mais oui, il termine premier, troisième. Exact. Ok, on exclut ça, hein. Exactement. Bah, moi aussi, ces erreurs-là, je les ai faites, hein. Par exemple, quand j'ai préparé les Europes universitaires en moins de 120, pour redescendre à 119 kilos, j'ai mis énormément de temps. Pour te dire, deux T'étais mois, monté à combien? 132. Je faisais 132 kilos. 2 mois avant, j'avais fait une compétition pour rigoler avec Rico. On s'était dit, on va faire un squat en pause squat. On va essayer de se challenger au bench. On va faire juste inter. En gros, on voulait se challenger lui et moi au bench. Parce qu'à l'époque, il était plus fort que moi au développé couché. Bah, d'ailleurs, pour l'histoire, j'ai fait 165, il a fait 172,5. Mais bon, passons. Ouais, Oublions cette du mauvaise coup, période. Rico, là, tu dois faire 2,30. Du coup, à cette compétition-là, j'ai été pesé à 132 kilos. Et 2 mois après, j'avais mes Europes universitaires où je devais faire 119. Et du coup, je me suis restreint comme pas possible. Mm. Je suis arrivé là-bas, j'étais tout pâle. J'ai crampé au bench. Mes doigts, ils restaient bloqués sur la barre de bench. Au squat, j'avais aucun jus. En plus de ça, bah, c'était là que je m'étais fait mon hernie discale. Donc, ma prépa, elle était en dents de scie parce qu'au final, j'avais mon hernie discale qui me lançait. En même temps, je pouvais pas avoir mes apports, donc pas d'énergie à l'entraînement. Donc, ma douleur me relançait encore Mm. plus.
En plus de ça, je devais perdre mon poids parce que je voulais absolument faire cette compétition. Et au final, ben, ça n'a pas été une très belle compétition. Même si, bon, j'ai réussi à compétiter avec la douleur au dos. Mais voilà quoi. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Là, enfin, on rencontre énormément d'athlètes où le challenge et la pression, ils se la mettent justement pour la descente au poids et pas sur la Exactement. barre qu'il faut sortir sur le plateau, tu vois. Exactement. Tu te dis, la première étape, il faut que j'arrive à mon poids. Mm. Je suis monté sur la balance, j'ai vu 119,8, j'étais heureux. Ils m'ont demandé mes openers, j'avais même oublié mes openers tellement j'étais en 12. mode. J'étais en mode, attends, faut que j'arrive à en dessous de 120 kilos. J'ai vu 119,8, j'ai eu la libération. Le mec, il m'a dit, opener, please. Enfin, barre de départ, s'il vous plaît. J'étais en mode, quoi? Il y J'ai a une oublié, chef. compétition derrière. Ah, c'était pas ça la compétition, en fait. Ouais. Et ben, du coup, ça fait parfaitement la transition sur le fait que ben, ce que je voulais aborder, donc après la question du deadlift, toi, en tout cas, moi, je te vois comme ça, tu coaches quand même pas mal de gars qui sont en 105, 120 et Ouais, plus de 120. Pareil, au niveau des tendances de ouais. programmation, des patterns que tu peux retrouver sur que ce soit la fréquence, l'intensité, etc. Est-ce que tu arrives à isoler certaines choses qui, pas qui marchent pour tout le monde, mais des grosses lignes directrices que tu retrouves sur les grosses catégories ou pas? Et comme ça, on va pouvoir voir si ça match avec le fameux, bah, les grosses catégories acceptent très peu de volume, enfin, des intensités ponctuellement élevées, mais qui récupèrent mal entre les séries, et entre les séances. Est-ce que c'est des choses que tu as pu remarquer ou à l'inverse, tu as Euh, pu remarquer d'autres choses? non, pas réellement. Quand tu compares le volume total d'un poids lourd, d'un de mes poids lourds avec un de mes poids un peu moins lourds, bah, il n'y a pas d'énormes différences. Les vraies différences, c'est surtout sur les points faibles, en fait. C'est-à-dire qu'un poids lourd, il va avoir besoin, en fait, d'une séance sur son point faible. Par exemple, si, bah, je vais prendre l'exemple de Bobigno, mon autre plus de 120, mon seul athlète en plus de 120. Attention à ce que tu dis, nous sommes contre toi. Ah non, plus de Ah, 120. Je non, croyais que tu parlais de moins de 120. non, j'ai plus de 120. Alors, Ah, Charlie. ah mais oui, plus de Ah, 120, oui, ouais, voilà, c'est moi qui suis fou. bah, non, j'ai plus rien à dire. Je m'arrête là. Le Non, je podcast rigole. est terminé, au revoir. C'est fini. Non, plus sérieusement, en fait, ben, par exemple, Bobigno, il va pouvoir manger un volume monstrueux sur le squat. Mais par exemple, si je lui fais allier squat, soulevé de terre derrière, vu que le soulevé de terre, c'est le mouvement où il est le plus en retard, ben, il va m'envoyer des retours, il va me dire, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter, je ne veux plus rien faire, mets-moi des singles, s'il te plaît. Et au final, du coup, ce qui a relancé la progression de Bobigno sur le soulevé de terre, c'est quand j'ai décidé de. Il était à 2 fréquences au terre. J'en ai mis qu'une seule, il avait qu'un seul terre et en isolé. C'est-à-dire qu'il avait une séance où il faisait du terre, du Romanian deadlift, du rowing, etc., etc. Et cetera. Et c'est là que son terre, il a débloqué. Donc ça veut dire qu'en gros, le poids lourd, il va avoir beaucoup plus besoin de séances un peu moins énergivores. C'est-à-dire que je vais pas foutre des SBD. Genre, je pense que, à part mes 105, à qui je mets des SBD, moins de 120, plus de 120, j'essaye d'éviter le maximum le SBD parce que ça va être vraiment taxant. Mais sinon, à part cette grosse différence-là, on n'en note pas réellement avec des poids lourds. Par exemple, Bobigno, le facteur qui l'a fait le plus progresser, ben, tu vas t'attendre à, vu que c'est un mec de 140 kilos, tu vas te dire, bah, c'est des triplés, c'est des doublés. Même pas, c'est des x8. Il a validé un 3x8 à 260. Et c'est ce 3x8 à 260 qui lui a ouvert les portes vers le 300+. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, avant la compétition, il a squatté 350. Le plus gros format qu'on a fait, c'était un 3x3 à 300. On a fait 3x3 à 300. Il allait faire ça à 350. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça veut dire qu'en fait, la répétition, c'est ce qu'il kiffe. Par exemple, c'est pour ça que c'est rare, hein, mais enfin, c'est rare. C'est-à-dire qu'on va pas voir ça partout chez les poids lourds. Mais en gros, je lui fous des AMRAP à gogo. Toutes les fins de bloc au squat, c'est un AMRAP. Tout le temps, chercher des répétitions. Là, il m'a sorti 3-10 x 6. Avant ça, il m'avait fait 300 x 6 en AMRAP quelques blocs précédemment. Avant ça, il avait fait un AMRAP de 90. Tu vois ce que je veux dire? En mode, je lui fais bouffer ça parce qu'au final, musculairement, il réagit bien. Et comme musculairement, il réagit bien, bah, je lui mets de la rep à foison. Donc, conclusion, le côté on met peu de volume sur des grosses catégories, en fait, on ne devrait même pas le voir comme ça, mais plutôt le volume peut rester relativement équivalent, mais en isolé sur C'est ça. des séances qui ont une à deux fréquences grand maximum si c'est doublé avec le bench, Ouais. mais, euh, mais ouais, pas des entraînements qui sont trop longs, C'est ni ça. avec tous les mouvements en même temps. Exactement. En gros, pas d'SBD, pas de séance trop énergivore. Et après, sinon, niveau volume, bah, tu peux en mettre à foison. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que si je prends le total de série au squat de Bobigno et que je le compare avec le total de série, bon, je vais pas dire Jade parce que Jade, elle compte pas. Mais par exemple, le total de série avec un de mes moins de 83, bah, il y aura peut-être 4-5 séries de différence, même pas, tu vois. Hmm. Ok. Et toi, à titre perso?
Tu Moi, fais des SBD? non, moi je fais pas d'SBD. Moi vraiment j'ai horreur de ça parce qu'en fait, bah, c'est même pas parce que le deadlift c'est mon point faible, parce qu'au deadlift ça va, je m'en sors bien, mais c'est parce qu'en fait, t'arrives au deadlift, sachant que c'est mon mouvement préféré, T'as euh, envie d'être frais dessus, quoi. j'ai envie d'être frais dessus et ça me consomme de l'énergie. Pendant un long moment, j'ai fait l'erreur j'ai mal géré ma répartition, Mm. ce qui faisait qu'en fin de bloc, à chaque fois, c'était un peu compliqué. En fait, je mettais mon squat léger avec mon terre lourd, et ensuite, je mettais mon squat lourd avec mon terre léger. Du coup, ça Ok. faisait deux grosses montées en intensité dans la semaine, et au final, ça me tuait, ça me séchait comme pas possible. Du coup, là, j'ai couplé mon squat lourd avec mon terre lourd, et mon squat léger avec et avec mon terre léger, et ensuite, j'ai mis des bench autour. Mais sinon, à part ça, bon, voilà. Mais par contre, tu fais jamais ton terre seul sans l'activation du squat avant. Je fais jamais avant je le faisais, mais maintenant je le fais plus parce que quand je le en fait, j'ai pas comme j'ai pas mal de petits pépins quand même physiques, ben si je fais que mon terre et que le jour J, ben je dois faire du terre après avoir fait du squat et du bench, mon terre je vais contre-performer. Par exemple à la wake, je suis resté sur mon opener au terre Mm. parce que pendant toute la prépa wake, je me suis dit bon Stan, ton terre t'es assez bon au terre, en plus t'as pris un peu de PDC, profite, va chercher le monde au deadlift. Donc j'avais isolé mon terre. Je l'avais mis le mardi, la veille, le lundi, j'avais que du bench, ça veut dire que j'avais même pas fait de squat encore. Donc mon premier mouvement, c'était deadlift. Si vous voulez augmenter votre total avec un suivi individualisé, on propose des services de coaching en force athlétique avec des retours techniques réguliers et un coach réellement investi dans votre pratique. N'hésitez pas à nous contacter. Donc ça m'a permis de sortir quand même des performances. J'avais triplé 350, j'avais fait pas mal de trucs qu'aujourd'hui je suis incapable de faire. Mais au final, le jour de la compétition, après avoir squatté, grosse irradiation, j'avais les quads en feu, j'en pouvais plus. Et au final, je suis resté sur mon opener au terre. Je suis resté à 350 et j'ai rien pu faire derrière. Alors que 350, j'avais triplé, tu vois ce que je veux dire? Ce pattern-là, je l'ai remarqué, même sur des gars qui sont pas limités physiquement. Le fait de mettre justement le terre en isolé, sans le squat ni le bench, c'est à double tranchant. Soit il se sent super bien pendant toute sa préparation sur le soulevé de terre, donc on a une grosse progression. Par contre, arrivé le jour J avec la pré-fatigue squat bench, baisse de performance. Soit quand on met le deadlift seul, sans préactivation, bah, en fait le mec arrive pas assez chaud, pas assez mobile, pas assez activé, et donc baisse de performance sur l'entraînement. Mais personnellement, je le mets rarement seul, et si je mets pas le squat, je mets au moins le bench avant, pour avoir l'habitude d'avoir un mouvement avant Ouais. le deadlift, tu vois. Ouais. Moi, j'avoue qu'à part sur du coup Bobigno, Mm. à part lui, sinon ils sont tous avec quelque chose avant pour les mêmes raisons. Il y a juste Bobby qui arrive à s'en sortir. Ben, au final, on a sorti 3,30 à l'entraînement. À la compétition du TGH, ben, on l'a ressorti 3,30 alors qu'avant il avait fait 3,50 au squat et avant il avait fait 2,30 au développé couché. Mais à part lui, j'ai pas d'autres cas où ben, le deadlift est isolé et ça répond bien, tu vois. À part ceux qui ne font pas de compétition, où là Mm. je préfère mettre un jour deadlift, un jour squat, comme ils n'ont pas de compétition et d'échéance où ils vont devoir faire squat, bench, deadlift, ben, je les laisse progresser sur leur mouvement en isolé. Ok, donc quand tu prends un débutant ou quelqu'un qui a pas de but compétitif, Ouais. tu vas faire une fréquence par semaine? Non, deux Non, fréquences deux? par semaine, mais en gros, tout le long de la semaine, et rien n'est couplé. Peut-être D'accord. des fois, le squat va être couplé avec le développé couché, Mm. mais souvent, je préfère séparer le squat du terre parce que des fois, t'es débutant, tu veux mettre de l'entrain, tu veux mettre de l'énergie, tu fais ton squat à 200%, ensuite tu fais ton développé couché à 200%, et au final, au terre, ben, t'arrives épuisé, séché, tu peux te faire mal ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et comme j'ai pas envie de me retrouver avec un débutant qui vient déjà me dire, ouais, Stan, j'ai mal au dos, etc., Mm. etc., ben, j'essaie de tout séparer, comme ça, il a ses séances avec un gros mouvement après beaucoup de renforcement. Comme ça, le jour où ben, il va vraiment avoir des bons gains, là, on va commencer à coupler parce que qui dit bon gain dit ouais, Stan, j'ai envie de faire une compétition. Et là, on va commencer à s'adapter aux attentes de compète. Mais pour moi, quelqu'un qui ne fait pas de powerlifting en compétition, ben, je peux me permettre de séparer les mouvements parce qu'au final, un total SBD, c'est parce qu'il intéresse. Il veut progresser sur le squat, il veut progresser sur le développé couché, il veut progresser sur le soulevé de terre. Ouais, je suis d'accord. Et toi, quand tu prends un profil un peu similaire de débutant, est-ce que tu t'y prends un peu de la même façon ou tu as une autre approche? Et quelle part prend justement les mouvements d'assistance dans tout ça? Est-ce que tu vas avoir tendance à mettre plus d'assistance justement aux débutants ou pas spécialement? Bah, du coup, comme toujours, ça dépend, mais si on prend un débutant classique, vu que la fréquence, elle sera pas ultra haute, on peut se permettre de séparer les mouvements. Alors que, par exemple, si on prend quelqu'un qui a 3 squats et 3 deadlifts, on n'a pas le choix. Forcément, au bout d'un moment, on doit coupler. Au niveau des assistances, là, bah, si c'est vraiment un débutant et qu'il y a de la viande à aller chercher, même au niveau, réussir à mieux bouger, etc., effectivement, les assistances ont une grosse importance, je pense. Ok. Parce que ça, tu vois, je trouve qu'il y a deux écoles.
l'école de c'est un débutant, donc automatiquement il y a de la masse musculaire à aller chercher, donc on met beaucoup d'assistance. Et l'autre école qui dit c'est un débutant, mais à la fois il a zéro conscience corporelle. Donc mon objectif c'est de lui faire répéter un maximum de fois le mouvement SBD dans sa semaine ou en termes de volume pour qu'il l'ancre le plus rapidement possible. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une meilleure école Ouais, que bien sûr. d'autres, mais ça va Dépend du principalement profil. dépendre du profil musculaire de base, quoi, déjà. Après, si c'est vraiment, vraiment un débutant, sur ses mouvements SBD, il va pas monter haut en intensité. Et du coup, ce sera pas ultra fatigant. Et derrière, il pourra aller sur une machine et se pousser et commencer à développer cette capacité de se pousser sur une machine où il y aura pas de risque. Alors que si c'est un débutant, on va pas le pousser sur une intensité parce que ça peut être risqué, parce que techniquement, il est pas encore suffisamment correct. Et, et qui plus est, le fait que, au pire, même si tu le pousses en intensité, il va aller chercher un RPE 9, tu vois, sur la semaine 3. Ouais. Le bloc d'après, son RPE 9 à la même charge, ça va progresser tellement vite que ça va passer RPE 6-7, tu vois. Effectivement, Donc la effectivement, ouais. capacité de récupération, elle va être différente aussi. Effectivement, ouais. Et du coup, juste pour clôturer sur le coaching plutôt destiné vers les grosses catégories, Ouais. toi, si tu dois isoler des erreurs que tu as fait sur ta programmation personnelle au début, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu freiner ta progression d'un point de vue progression sur le mouvement ou d'un point de vue répartition qui ont pu entraîner des inflammations, des blessures, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des paramètres que tu ferais plus ou en tout cas tu conseillerais Alors, la première erreur que j'ai faite, c'est en tant que poids lourd, bah, c'est d'essayer de faire comme entre guillemets les poids légers. C'est-à-dire qu'en gros, pendant une période, ben, il y avait une dynamique qui était 3 squats, tout le monde faisait 3 squats. Mm. Et donc moi, je me suis dit, bon, ben, si On tout y le monde- va. on y va. Sauf que 3 squats en barre basse quand t'es un poids lourd, c'est compliqué. Et ça se répercute, même si ça se répercute pas directement sur le squat, ça va se répercuter juste derrière sur le développé Et couché. le bench, ça crée des interférences de fou. Effectivement. Et donc, ça fait que bah, c'est une erreur que j'ai même fait récemment. Enfin, récemment. Pour ma prépa au championnat de France qui m'ont permis de me qualifier au championnat d'Europe, j'avais mis pas 3 fréquences, mais j'avais mis énormément d'intensité sur mon barre basse, ce qui a fait que ça s'est répercuté sur mon développé couché. Ça veut dire qu'en gros, au championnat de France, je rate de 17. Je rate de 17 alors qu'à cette époque-là, j'avais déjà benché de 30. Mm. Et en fait, je rate de 17 parce que j'ai tellement eu d'irradiation dans les bras pendant toute la préparation que même avec l'effet entre guillemets taper, le petit Petite le trampoline, surcompensation, quoi. ouais, Mm. le trampoline, bah, ça m'a servi à rien. Je suis arrivé sur le développé couché, mes bras, ils étaient totalement cuits, je pouvais plus rien faire. C'est là que j'ai compris qu'en fait, non, ça sert. Bon, deux grosses intensités sur beaucoup de profils, ça va fonctionner, hein. Mais sur moi, je sais que 2 grosses intensités, bah, ça fonctionne pas du tout. Et du coup, ça, c'est une des premières erreurs que j'ai fait, hein, vouloir trop mettre sur le squat, vouloir mettre trop d'intensité, mettre trop de fréquence, parce que je me disais, bon, c'est du squat, je suis un poids lourd, donc normalement, c'est plus facile pour moi le squat, comme j'ai un PDC plus élevé. En fait, pas du tout. Et quand j'ai compris ça, bah, ça a débloqué réellement mon squat. Sur mon deadlift, l'erreur que j'ai faite, c'était de penser que vu que j'étais un poids lourd, je devais deadlift comme un poids lourd, donc je devais aller chercher à m'asseoir énormément. Ça m'a réveillé des irradiations au quadriceps. Mm. Ça n'a pas été très très concluant, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que tu es un poids lourd que tu rentres dans les normes du poids lourd. Surtout qu'il y a différents poids lourds. C'est-à-dire que tu as des poids lourds qui vont faire 1m70, 180 kg. Et tu as d'autres poids lourds comme moi qui vont faire beaucoup plus, qui vont faire 1m86 pour 150 kg. Et donc ça veut dire que le poids lourd, bah, il y a tellement de catégories de poids lourds qu'au final, il n'y a pas de vérité générale sur cette catégorie. Et ça se voit sur un mondial. Sur une catégorie plus de 120, tu prends deux gars qui pèsent 160, tu vas avoir une morphologie avec vraiment un ventre qui est dominant. Donc pour les placements, par exemple, sur le deadlift, ça va être compliqué. À l'inverse, pour le squat, ça va être très bien. Et d'autres qui, pour le même poids de corps, vont avoir beaucoup plus de masse musculaire sur les jambes, par Ouais, exemple, ou même sur le haut du corps, avec un ventre qui va être beaucoup plus plat, entre guillemets. c'est ça. Et donc, au niveau des patterns de mouvement, des techniques, bah, tu peux pas t'inspirer de la même chose que l'autre. Si tu pars Exactement. assis au soulevé de terre, ça se trouve, toi, tu es bien meilleur avec des hanches beaucoup plus hautes, tu vois. Exactement. Et du coup, dans mon cas, c'est le cas, tu vois. Par exemple, ben, je fais le même poids de corps que Témour. Mais par exemple, si tu nous compares Témour et moi, tu vas voir que morphologiquement, on n'a rien à voir. Et du coup, lui, il va avoir un énorme avantage au squat, avantage que moi, je n'aurais pas, malheureusement. Ok. Donc là, les erreurs que tu as pu repérer, c'est sur le côté technique C'est ça. et sur le côté fréquence-intensité. Exactement. En fait, je pensais, bah, comme tu le disais au départ, hein, que les poids lourds ne doivent pas avoir beaucoup de volume. En fait, moi, je pensais qu'il y avait des vérités générales existaient pour les poids lourds, vérités générales qui n'existaient pas pour les autres catégories.
Mais en fait, je me suis fourvoyé, c'était pas du tout ça, en fait. L'individualisation prime dans tous les cas, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un poids lourd qui va avoir une morphologie qui te fait comprendre que il va avoir besoin d'être beaucoup plus assis au deadlift, mais pour autant, c'est pas le cas, tu vois ce que je veux dire? Et ça vaut pour les patterns de programmation aussi, comme on l'a vu avec ton Exactement. athlète. Bah, la programmation que tu utilises sur le deadlift avec Alan qui est en moins de 53, tu Ça- utilises le même principe avec le rep Exactement. range élevé, Exactement. avec ton athlète qui fait 3 fois son poids, quoi, C'est ça, globalement. exactement. Globalement, 3 fois. Donc, toujours remettre la personne au centre du truc et, pas se faire biaiser par la catégorie là, Exactement. dans ce cas-là. Ne pas s'enfermer dans des vérités générales, en fait, toujours se remettre en question. Mm. Et je trouve que c'est quelque chose qui est pas suffisamment Mis en avant. mis en avant, en fait. On peut, en tant que coach, on peut se tromper. Mm. Mais il y a le coach qui va se tromper, qui va rester dans son erreur. Il y a le coach qui va se reprendre et qui va se dire, ah ben non, là, c'est totalement faux et c'est pas comme ça que ça fonctionne. En parlant de coaching, quelque chose qui vous différencie tous les deux et moi également, c'est que toi, tu as le côté athlète de haut niveau et nous pas. Il y a beaucoup d'athlètes qui jugent par ça, qui choisissent un coach parce que le coach est fort et montre des grosses performances sur les réseaux sociaux, en compétition, etc. Et ça attire. Qu'est-ce que tu réponds toi à ça, sans rentrer dans le débat ou quoi que ce soit, faire quelque chose de constructif? Comment tu pourrais, pas convaincre un athlète, mais faire comprendre à un athlète débutant, tu vois, qui arrive, que la performance en tant que coach, tu peux être un coach qui a même jamais fait les France, et pour autant faire un super coaching de qualité avec des athlètes que tu amènes du bas niveau au sommet. C'est quoi, toi, pour toi, les composantes à aller chercher quand tu es un athlète débutant? Qu'est-ce que tu vas chercher chez un coach? Bah, du coup, c'est forcément, dès le début, sa connaissance, évidemment. Il y a pas forcément besoin d'être un athlète de haut niveau, mais je pense que c'est quand même important de pratiquer le sport pour, bah, il y a des trucs qu'on n'apprend pas, mais je sais que, par exemple, en faisant un squat, bah, je vais ressentir ça et cetera et si tu as jamais fait de force athlétique, ça, tu pourrais jamais le savoir. Mais chez un coach débutant, c'est vrai que, bah, ceux qui sont mis en avant, c'est forcément les athlètes de haut niveau. Je sais pas, par exemple, tu prends les profils Instagram, tu prends le coach le plus connu et l'athlète le plus connu, il y a une différence colossale au niveau des abonnés. Et forcément, vu qu'ils sont plus mis en avant, ils sont plus présentés aux débutants. Et ouais, chez un débutant, ce qu'il faudrait, si j'étais débutant, ce que je chercherais chez un coach, c'est sa connaissance, sa capacité d'analyse, sa capacité d'adaptation. C'est un mix de tout en fait. Et ouais, quelqu'un qui pratique, pas forcément au niveau, mais au minimum quelqu'un qui pratique. Et aussi quelqu'un qui ne pratique pas au haut niveau, bah, pas Stan, mais par exemple, il y a d'autres athlètes de haut niveau, ils vont faire passer leur pratique avant le coaching. Alors que moi, c'est pas le cas, tu vois. Là, je suis à Malte, si je m'entraîne pas de la semaine, je m'en fous, tu vois. Alors que chez un athlète de haut niveau, ça, c'est pas possible et il fera passer sa pratique avant le coaching. Ok, et un indice simple, je pense, pour remarquer justement les compétences que tu as évoquées chez un coach. Euh, pour un coach débutant, ça sera pas forcément vrai, mais pour un coach qui est en place depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, le plus simple en fait à vérifier, à regarder, c'est tout simplement les résultats qu'il a pu avoir avec ses athlètes. Pas forcément des résultats niveau national, international, mais juste l'évolution et aussi dans quel état est l'athlète à l'heure actuelle. Peut-être discuter justement avec ces athlètes-là, avec des athlètes de différents coachs pour te fonder vraiment un avis et avoir quelque chose et un regard qui est objectif et pas juste une vitrine sur Insta. Parce que c'est bien, on en joue tous et c'est comme ça que fonctionne le business actuellement. Mais voilà, je pense faut aller vers un coach parce que tu as la conviction que ce coach-là va t'apporter et que tu peux nouer vraiment un lien qui te correspond en tant que personne avant de chercher à prendre un coach juste parce que c'est le plus fort, parce que c'est quand même deux pôles qui sont différents, Ouais, quoi. je suis tout à fait d'accord. Et aussi, ce qu'il faut faire, et ce que les gens ne font pas assez, c'est parler avec le coach. En Ouais. fait, les gens, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils viennent, ils demandent un suivi et c'est tout. Faut parler avec le coach. Et ils te répondent pas quand quand tu lui réponds. Moi, ça m'arrive très souvent. Exactement. En fait, il faut discuter avec le coach parce que des fois, des fois, ce qu'on oublie un peu, c'est que le travail de coach, c'est aussi un énorme aspect humain, en fait. T'entendre avec la personne. Vas-y. Ouais, je disais, le coaching, c'est pas juste binaire, je t'envoie un programme Excel, je te dis de bien te placer sur ton squat. Et genre, moi, je pense que, bah, d'autant plus chez un débutant, la programmation, c'est pas du tout ce qui est le plus important. Les retours techniques, ça va être important, mais je pense que ce qui va être vraiment le plus important, c'est envoyer ton athlète dans une bonne direction, créer le lien, qu'ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent encadrés. Et ouais, le lien humain chez un débutant, c'est le plus important. Exactement. Discuter avec, excuse-moi. Vas-y. Non, discuter avec le coach.
Tu parles avec lui, tu vois si le feeling il passe, tu vois s'il t'intéresse vraiment, si travailler avec lui ça t'intéresse vraiment. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est quoi? Une fois que tu as parlé avec ce coach-là, tu vas voir ses athlètes. Non, c'est ça. Tu envoies un message à ses athlètes, tu dis comment ça se passe le coaching avec lui, nanana, nanana. T'en apprends un peu plus, tu vois, parce que ça, c'est des choses que des gens ne font pas assez. En fait, ils vont pas se renseigner. Ils veulent juste prendre un coach en prenant un coach, comme vous l'avez dit. À lui, c'est le plus fort. À lui, c'est celui qui a le plus d'abonnés Instagram. Je vais prendre son coaching sans voir les résultats, sans savoir, sans parler avec un tel, à parler avec un autre, parler avec un autre, et vraiment faire le travail de recherche. Parce qu'en fait, les gens, ils ne font plus ce travail de recherche pour chercher un coach. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment Instagram, boum, je crois que j'ai mon coach, boum, j'ai pris mon coach. Alors qu'en fait, non, il y a beaucoup plus de choses à aller voir. Tu sais, ce que je rencontre, moi, c'est vraiment les athlètes qui, on va dire, ont un panel de 10 coachs, d'accord, sur Insta, vont envoyer le même message aux 10 coachs, avant même de chercher, d'accord? Et déjà, les coachs, sachez qu'on communique entre nous, donc on est déjà au courant. Et envoie un message aux 10 coachs. Quel est ton tarif? Tarif le plus bas. Hop, lui, il a l'air bien, il a un peu d'abonnés. Allez, on part avec lui. Ouais. Non, pour moi, en tout cas, je suis coaché, j'ai déjà cherché des coachs à titre personnel. Je vais vers quelqu'un pour son aspect humain, parce que la personne m'inspire d'un point de vue coaching, etc. Et si j'envoie un message à cette personne, je suis pas en mesure d'envoyer la même chose à quelqu'un d'autre, tu vois. Si je vais vers lui, il y a que lui, tu vois. Enfin, Exactement, c'est que je t'ai choisi en amont, c'est que c'est avec toi que j'ai envie de travailler et je sais ce que tu fais. C'est pas, tu me prends un suivi, on commence à parler et tu sais même pas je suis qui. mm. En mode, tu sais même pas que je coach d'autres personnes, tu sais même pas que j'ai d'autres athlètes, t'es en mode, c'est qui lui en fait? Ah oui, c'est celui qui est le moins cher, entre guillemets, tu vois. Bah, à ce compte-là, prenez des applications, quoi. Enfin, Exactement. c'est tout. Prenez des applications, c'est plus simple. Euh, je voulais revenir sur les quelques perfs là des derniers jours. On a un 74 subjus qui a squatté presque 300 kilos, 295,5. Exact. Ok. On a un junior en 66 qui sort presque 700. On a Alba hier qui sort 554 en 63 junior. J'ai regardé un petit peu les publications de l'IPF, White Light Media, etc. On a un paquet de commentaires qui dit oui, ils sont chargés, oui, c'est le dopage qui permet ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous leur répondez à ces mecs-là? Tu as raison. Je rigole. Ok. Bah moi, je pense que le sport est en train d'exploser. Donc bah déjà il y a un pool d'athlètes qui est beaucoup plus important parce que là on parle de bon par exemple Alba c'est pas pareil parce qu'elle est dans le circuit depuis longtemps, mais le Subjunior qui a sorti ça, bah il est nouveau donc on peut dire qu'il fait partie du nouveau pool d'athlètes et bah il y a aussi des nouveautés en termes de connaissances au niveau des coachs. Un truc qui m'avait frappé, c'est que j'avais regardé que le top, c'était avant les mondes open là, le top 10 des indices all time, il y en avait 9 qui avaient été faits à Sheffield 2024. Et genre sur le top 16, il y en a 15, c'est absolument incroyable. Et du coup, bah, ça montre que le sport évolue. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, la pratique, elle se commence plus tôt maintenant. Ouais. En fait, comme le powerlifting commence à parler, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus vu et donc il est beaucoup plus facile d'aller le pratiquer en fait. Tandis qu'avant, tu voyais quelqu'un faire des singles au squat, la première chose que tu te disais, c'est mais là, il va pas gagner de muscle. Parce qu'en fait, pour gagner du muscle, il faut faire entre 8 et 10 répétitions. Je me C'est rappelle. pas vrai? Ah, je pensais. Je me rappelle que quand je venais de lancer mon Instagram et que je postais mes performances 1RM, il y a des gens qui me disaient, qui venaient en DM et qui me demandaient, c'est quoi ton max? Et du coup, je demandais max, c'est-à-dire, bah, ton max en 10 répétitions. Ce que je veux dire, en fait, ils n'avaient pas assez. 10 RM, ouais. C'est ça. En fait, ils n'avaient pas comme vu le powerlifting. C'est pas un sport en fait. C'est ça, pour eux, c'était juste un truc comme ça. C'était juste un truc d'ego lifter, Ouais, entre c'est une guillemets. activité quoi. C'est ça, et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas énormément de personnes qui se lançaient dedans. Ça veut dire que quand tu te lançais dedans, c'est parce que tu en avais déjà entendu parler. Par exemple, moi j'ai commencé le power, j'avais déjà 18 ans, tu vois ce que je veux dire. Tandis que là, aujourd'hui, je vois des gens, bah, j'ai encadré un mec qui avait 14 ans, tu vois ce que je veux dire. Exactement, c'est ça. Les gens, quand tu commences plus jeune, bah, c'est normal que tu fais des adaptations beaucoup plus rapides, tu récupères beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup mieux. Du coup, c'est normal que tu montes un peu plus vite et qu'une personne qui a commencé à 25 ans ou une personne qui a commencé à 40 ans. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les performances des subjuniors, elles sont explosives. Maintenant, moi, la chose que j'ai envie de mettre sur la table, c'est Jusqu'à quand? jusqu'à quand? Est-ce qu'ils iront en open? Tu vois ce que je veux dire? C'est l'après, en fait, qui compte chez le C'est ça. subjus. Exactement, parce que bah, moi, quand j'ai commencé le power, on m'a toujours dit ça. On m'a dit, entre guillemets, le subjus, c'est on prépare notre athlète à compétiter. En junior, on prépare notre athlète à devenir bon en open. En Et c'est open, en- on performe. C'est ça. Et en open, on performe.
C'est ce que je veux dire. Et donc là, maintenant qu'il y a la nouvelle génération qui performe des sub-juniors, maintenant, il faut voir si ils vont continuer à performer plus tard, ce que je leur espère, hein, bien évidemment, ce que je leur souhaite, ou s'ils vont pas être stoppés par, entre guillemets, soit la vraie vie, devoir commencer à travailler, ou les blessures, parce qu'ils sont jeunes. Est-ce que soulever autant quand tu es jeune, ça va pas te mettre dans une possibilité de blessure, dans une gravité, dans une blessure grave, entre guillemets, et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc j'attends de voir encore, j'attends de rester en observateur, voir si par exemple le 74 sub junior, est-ce que dans 4 ans, quand il va passer junior, enfin quand il va être milieu junior, il sera toujours aussi bon, ou moins parce qu'il aura eu des impératifs de la vie, tu vois. Je crois qu'il prévoit de squatter 3,50 en 74 dans 5 ans à peu près. Je lui le souhaite. Moi, je prévois de délivrer 400 dans 4 ans aussi. Félicitations. Arrête la comptable. Ah bon? Et ouais, et franchement, après le dopage, il y en a. Ouais, Ça, on bien- va pas bien dire non, hein, évidemment. tous les trois. Évidemment, il y en a. Évidemment, on est plus susceptible, là, en 2024, d'en choper plus qu'en 2015, étant donné qu'ils sont 10 fois plus à participer. Effectivement. Ça, c'est normal. Mais pour moi, ouais, le plus gros marqueur et la chose à comprendre le plus rapidement, il y a juste plus de monde qui s'y met. Ouais. Donc, automatiquement, il y a plus de phénomènes qui peuvent sortir. C'est ça. Plus d'émulation. Plus d'envie, plus de pratique. Et là, le sport se professionnalise autant Exactement. sur le côté athlète, parce que maintenant on a des athlètes qui font que ça de leur vie, Exactement. autant sur le côté coaching, parce que nous, on fait que ça de notre vie, donc forcément on a des meilleures compétences que le système associatif il y a 40 ans, du 10 x 10, tu vois, enfin, ça, Polyhypertrophie sarcoplasmique. voilà, la sarcoplasmie. Mais voilà, ça s'améliore dans tous les sens. Le matériel s'améliore, les approches de compétition s'améliorent. Il y a tout qui va vers le haut, donc les performances elles peuvent pas aller vers le bas. C'est comme ça. Exactement. Et du coup, sur le côté associatif, je crois que toi, tu es aussi. Wow, j'arrive plus à parler. Tu as un rôle dans l'USCOV. Ok. J'aimerais juste qu'on l'aborde un petit peu, parce que bah, on n'en parle pas souvent du côté associatif. L'USCOV, ça a été créé il y a combien de temps? 30 ans. Plus de 30 ans actuellement. Ok, il y a 30 ans. Et est-ce que tu sais à peu près, il y a, ouais, allez, on va dire une vingtaine d'années, lorsque c'était déjà un petit peu lancé, combien il y avait d'athlètes qui étaient à peu près licenciés et combien il y en a maintenant? Un peu l'évolution qu'il y a eu. Alors avant, il y avait moins d'une dizaine d'athlètes compétiteurs à l'USCOV. En gros, l'USCOV, c'était vraiment un endroit où les gens venaient parce que c'était la seule salle qui existait à Villepinte. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de 450 adhérents. Donc ça veut dire qu'il y avait pas mal d'entrées d'argent pour le club Mm. et très peu de compétiteurs. Ça veut dire que à l'époque, ben moi par exemple, quand j'ai fait mes tout premiers championnats de France en 2018, il me semble que c'était à Caen ou à Écaudin, je sais plus. 2018. Junior? Ouais, junior, ouais. Quand? Caen, ok. Ouais. Du coup, c'était à Caen. Bah, j'étais le seul athlète. Non, on était deux. On avait que deux athlètes, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ben, il y a jamais eu réellement énormément de compétiteurs. On essayait de former un maximum de personnes à devenir compétiteurs, mais il n'y avait pas réellement beaucoup de compétiteurs qui compétitaient parce que c'était un sport qui était pas connu, en fait. Donc, ça veut dire que les gens, ils venaient à la salle, ils faisaient leur musculation tranquillement. L'espace power, je me rappelle, il y avait 6 disques rouges. Et ces 6 disques rouges, ils étaient enfermés dans le bureau et ils étaient sortis que quand il y avait des compétiteurs. Le qui venaient. Graal. Exactement. Et c'était des compétiteurs qui avaient plus de 40 ans, tu vois ce que je veux dire. On avait un master qui benchait 120 à l'époque, un master 4. Donc c'était quand même des personnes assez âgées, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait rien du tout, tu vois. Et ensuite, bah, il y a eu le second souffle avec avec le changement du bureau, avec notamment Ludovic qui est passé président, moi qui suis passé trésorier, Aurélien qui est passé secrétaire. Et là, il y a eu cet avènement du powerlifting. C'est-à-dire qu'actuellement, bon, on a beaucoup moins d'adhérents parce qu'à 500 mètres, on a un fitness park. Donc, tous les adhérents qui étaient là pour le loisir, bah, malheureusement, on est dans une salle de power, on n'a pas énormément d'argent. C'est-à-dire qu'on peut pas rénover les machines comme un fitness park pourrait rénover ses machines. Du coup, on a perdu pas mal d'adhérents loisirs, mais on a gagné pas mal de compétiteurs. Du coup, à l'époque, on avait une dizaine de compétiteurs. Aujourd'hui, on est plus de 60 compétiteurs. Et on est obligé de fermer nos... surtout 60 parce qu'on limite. Hein. C'est ça. Là, cette année, on a ouvert 10 places. On était à 50 l'année dernière. On a ouvert 10 places pour monter à 60. Et on a mis des stories Instagram. Et en 1 heure, on a reçu plus de 50 messages. Et est-ce que vous acceptez des personnes qui sont ailleurs dans la France, s'inscrivent à l'USCOV, ou c'est uniquement les gens qui viennent s'entraîner sur Bah, place? tu veux répondre ou... Non, vas-y. Bah, du coup, en termes de licence loisirs, ceux qui veulent juste s'entraîner sans à faire de compétition sous licence USCOV, ouais, on prend tout le monde. Mais par contre, en termes de licence compétition, vu qu'en fait, on est déjà limité, bah, on va quand même privilégier ceux qui viennent au club pour quand même créer une émulation de club. Parce que bah, venir 2-3 fois par an au club, c'est pas suffisant pour créer
l'image qu'on essaie de créer autour du club, à savoir, on essaye d'être un club familial, créer une émulation autour de nous, etc. Bah, en tout cas, c'est vachement visible d'un regard extérieur, puisque quand vous vous déplacez en compétition, ce qui ressort quand on parle de Luskov, c'est de un, bah, les entraînements où il y a tout le monde qui se soutient, tout le monde qui se spot, etc. C'est pas du tout individualiste comme dans certains endroits. Et deux, bah, quand vous êtes en compète, bah, souvent, même s'il y a un athlète qui tire, vous êtes au moins 5 ou une dizaine à l'encourager. Ouais. Ça, c'est vachement bien, tu vois. C'est une belle image du côté associatif qui doit ressortir aussi. Euh, J'avais une question sur les France Juniors, là, les derniers qui sont passés. C'est votre club qui a organisé et c'était le premier championnat qui a duré une semaine. Non, on avait fait. Non, non, c'était le premier. Ouais, ouais. Comment vous l'avez vécu niveau organisation et sommeil? Bah, j'avoue que niveau sommeil, c'était catastrophique, hein. On dormait plus. Ouais, c'était horrible parce que Oh, c'était tous les jours du 7h, 22h. Et en plus, bah, tu rentres le soir, faut taffer. Donc, ouais, c'est prendre exactement, une faut que semaine. tu sois Il y a, il y a, resté il suivi. y a- il y a eu un creux au milieu de la semaine, c'était le jeudi, où en fait, le jeudi matin, il n'y a pas eu de compète. Et ça nous a sauvé la vie. Je pense que sans ce jeudi, on serait tous morts, je pense. Exactement. En fait, c'était énormément de travail. Heureusement que, bah, vu qu'on essaie de créer cette idée de famille, cet esprit familial, donc ça veut dire qu'automatiquement, quand il y a un membre de la famille qui a besoin d'aide, ben, toute la famille va l'aider. Et ben, du coup, là, c'est pareil. Nous, gérants du club, on avait besoin d'aide et on a eu la chance de recevoir quand même pas mal d'aide de la part de nos Uscoviens, tu vois. Donc ça veut dire qu'on était pas mal, on avait pas mal de bénévoles et ça nous a permis de faire un peu tourner les équipes, même si bon, les têtes, donc Ludo, Aurélien, moi, Antoine, on était là tous les jours. Mais à part ça, ça allait, tu vois. C'était pas, on était en grosse, on n'avait pas une grosse demande de bénévoles, enfin un gros manque de bénévoles. Donc ça nous a aidé à avancer un petit peu. Mais j'avoue que si on n'avait pas eu cette aide de la part de nos Uscoviens bénévoles, on serait mort, je pense. On serait vraiment mort. Travail d'équipe, là. Ouais, Et j'aurais pris ma voiture, j'aurais foncé dans un mur directement. la chance, entre guillemets, qu'on a, parce que du coup, nous aussi, on organise, c'est que le côté logistique, informatique, etc., ça, c'est la FF Force qui arrive, qui place son matos et qui gère Heureusement. ça. Mais Oh là t'imagines, là, ça aurait été trop compliqué. ça aurait été vraiment la galère, là. On a envoyé notre geek Aurélien faire tout gérer. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il serait pas là. Et vous avez d'autres projets d'organisation? Vous savez pas encore pour l'instant? Du coup, là, dans 2, 3 semaines, on organise une compétition régionale, un Uskov Meet. Mais après, sinon, en termes de calendrier national, pas pour l'instant. Donc, Ok. pour l'instant, Là, on faut prendre aimerait, du repos, là. on aimerait à long terme, un jour, qui sait, pouvoir organiser une compétition internationale. Mais bon, après, ça, c'est un rêve, hein. Ça serait bien. Franchement, ce serait vraiment intéressant parce qu'en plus, comme on en avait parlé avec Cyril, et de lui-même, il avait dit qu'on avait un très bon emplacement. Parce que je sais pas si tu avais pris un truc à côté. Ouais, t'avais pris un Airbnb, Non, c'est ça? nous, ah oui, j'ai pris un Airbnb on avait 20 minutes de marche à côté Ouais, d'une forêt. Il y avait un gros espace ouais, sur la ville d'à côté. ouais, Tremblay, du coup, je Ouais, pense. Ouais, exactement. ouais, c'est ça. Du coup, Et du coup, c'était bien, ouais. c'est ça. Du coup, en fait, quand tu regardes l'endroit où il y a la compétition, bah, autour, t'as facile 5 hôtels. T'as le Campanile, Ouais, t'as le j'ai vu, ouais. B&B, t'as pas mal. Mais il y a l'aéroport C'est qui est ça, à t'as 10 minutes, quoi. l'aéroportuaire, exactement. Du coup, Mm. ça fait qu'en fait, niveau logement, ce serait beaucoup plus stylé d'aller Grave. ici chez nous, tu vois. En plus, on est à côté de la Tour Eiffel. Mm. Alors, généralement, les clubs qui se mettent à organiser ça, ils commencent avec un bench, puis Ouais. tu vois, des Ouais, Europe Master ou autre où ça demande un peu moins de ouais, logistique. c'est ce qu'on va Et essayer de après, ça faire. transitionne petit à petit. C'est ce qu'on va essayer de faire. J'avoue que j'aimerais qu'avant d'arrêter mon activité bénévole, Mm. donc à ma mort, euh, Ça, bah, c'est dit. je puisse avoir organisé les championnats du monde. Ce serait Ouais, pas mal. ça serait énorme. Ce serait incroyable. Et y participer en plus derrière, ce serait fou. Putain, si tu dois faire l'orga et participer, là, tu vas être bien fatigué, je pense. Mais ça en vaudrait la peine. Double taper. Ok. Si vous avez rien à aborder, j'ai une dernière rubrique que j'ai fait avec les 4 derniers invités. Je vous demande mieux avant ou mieux maintenant. Vous me répondez et on discute pourquoi. Let's Ok. go, c'est parti. Donc pour vous, les genouillères, est-ce que c'était mieux avant ou mieux maintenant? Je te laisse répondre. Mieux, Tu dis juste avant ou maintenant? mieux avant. Ok. C'est mieux avant. Ok, pourquoi? Bah déjà à l'international, il y a des athlètes enfin des équipes du coup qui sont sponsorisées par une marque de junior qui ne fait pas de junior Steve, donc bah c'est le cas avec la France et SBD, et du coup bah il y a une question d'équité, et même en termes de bah pour les athlètes
débutants, quoi. Ils vont mettre 120 € dans une paire de genouillères rigides qui va durer 6 mois, et tous les 6 mois, il faut racheter des genouillères à 120 €, alors que les genouillères plus light, ça tient beaucoup plus dans le temps. Donc, Autre chose? Ouais, je veux juste revenir sur ce qu'il a dit. C'est que effectivement, ça y est, il y en a marre que tu coaches quelqu'un, il débute à peine et qu'il te parle déjà de la dernière paire de rigor mortis, tu vois. J'ai envie de lui dire, laisse-toi le temps, prends-toi une paire de SBD ou même commence sans genouillère, renforce-toi, apprends à comprendre le mouvement, le pattern à avoir, optimise ton mouvement musculairement, entre guillemets, et ensuite, éventuellement, on peut commencer à parler de quelle marque de genouillère. Et ça, bah, avant, il n'y avait pas ça. Quand j'ai commencé le coaching, ben, On avait des Ray-Ban au tout début, vous vous rappelez? Les bleus là? moi, j'étais sans genouillère. Première compétition, j'avais aucune genouillère. Et ben, du coup, c'était ça. C'était, tiens, prends ta paire de genouillères qui traîne dans le bureau et viens faire ta série de squats. Et ensuite, là, on va commencer à travailler sur ta paire de tension en bas, ta trajectoire, nanana, nanana, avant de parler de genouillère en soi, tu vois. Ok, je suis d'accord avec vous. Et pour moi, le mieux serait d'avoir un équipement qui est équivalent pour tous les athlètes d'un point de vue national, même international. C'est, si c'est SBD, c'est SBD, si c'est A7, on s'en fout, mais tout pareil pour tout le monde, quoi. Ouais. Parce que là, actuellement, il y en a qui ont des Inzer, d'autres des A7 et d'autres des SBD. Et en ayant un peu tout testé, on sait que les SBD, on est un peu désavantagé quand même Ouais, par ouais, rapport c'est aux ça, autres, tu vois. exactement. Ok, prochain, l'organisation des compétitions, est-ce que c'était mieux avant ou maintenant? bah, du coup, évidemment, c'est mieux maintenant. Ah, mieux maintenant. Ok. Mieux maintenant. Je pense qu'il n'y a même pas besoin Ouais, pas besoin de, ouais. L'ambiance générale dans la force. Du coup, je dirais quand même mieux maintenant aussi, parce que du coup, bah, ça a fait un engouement, il y a des équipes qui se sont créées, etc. Et les gens pratiquent un peu moins juste dans leur coin. Et du coup, ouais, mieux maintenant. Moi, je suis du même avis. Bon, même si l'ambiance à l'époque en force athlétique, il était assez marrant, c'était plutôt pas mal. T'allais en compétition avec tout le monde venait en compétition avec toi, tu comprenais même pas ce que tu faisais là-bas et tout. Ça, c'était l'insouciance, ça. C'était dans un L'insouciance du débutant. dans un vieux gymnase. Non, c'était incroyable. Et vos premiers pas, vous avez fait ça comment, vous? Parce que souvent, les premiers pas, on a des belles anecdotes. Alors du coup, moi, les premiers pas, c'était en plein Covid. C'était dans un entrepôt. Euh, Bah, tu connais, c'est la salle que Arthur a créée. Excalibur, exactement. C'était dans l'ancien entrepôt. Donc en plus, c'était en fin novembre. Il faisait 6 degrés. Il faisait trop froid. Et le pire, c'est que c'était en plein couvre-feu. Et du coup, on avait le président de la ligue qui nous speedait parce que les chargeurs étaient pas assez rapides. Et du coup, on devait absolument finir à 18h, etc. Et en plus, le jour même, il y avait une compétition de street lifting à Ouais. Iron Gym. Iron Gym. Iron Gym. Et en fait, on a appris que pendant la compétition, il y a la police qui a débarqué sur place parce que les rassemblements de plus de 50 personnes étaient annulés. Et du coup, ils leur ont fait annuler la compétition et tout le monde se disait, mais en fait, c'est sûr qu'ils vont venir ici et ils vont faire pareil. Et du coup, ouais, c'était drôle. Et toi, tu t'en rends Moi, ça va, il y avait pas d'autant de péripéties. péripéties. Moi, j'ai eu la chance que ma première compétition, c'était à Uskov. Ah, Donc, à la maison. À la maison, exactement. Du coup, tout s'est bien passé. J'ai squatté 172,5 kilos. Euh, Et Attends, je crois que j'ai fait pareil. Ma première compète, j'ai fait 172,5 aussi, ouais. j'ai benché 132,5 kilos et j'ai deadlift de 172,5. Ok, en 105 du coup. Ah, 105. Non, là, cette compète-là, j'avais fait en 120. 120. En fait, j'avais fait une première compétition, mais elle n'était pas Officielle. officielle, où là, j'avais été pesé à 104 kilos. Là, j'ai été pesé à 109, 112, je crois. Et voilà. Moi, j'avais fait 4,65, ma première. Et toi? Du coup, moi, je pesais 72 kilos, j'avais fait 4,35. J'avais fait 135 au squat, 100 au bench et 200 au terre. Ensuite, les minima. Mieux avant ou mieux maintenant? Mieux maintenant. Bah, mieux maintenant parce que ça montre que le niveau évolue et donc bah, forcément on cherche en tant que passionné de ce sport, on cherche que le sport évolue, donc mieux maintenant. Quoique, j'ai envie de dire, en fait, mieux avant. Pourquoi? Bon, en fait, ce sera mieux maintenant, enfin, ce sera mieux dans le futur. C'est-à-dire dans quelques années, quand les gens ont compris que le minimum, maintenant, c'est quelque chose de difficile et que il y aura à nouveau la lumière sur les championnats de France, la lumière sur les championnats régionaux, la lumière sur les championnats départementaux. Parce que avant, bah, on faisait tout le circuit. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait mes premiers pas. Après mes premiers pas, j'ai fait départ. Après départ, j'ai fait région. Après région, j'ai fait Interrégion, interrégion. ouais. Et après interrégion, j'ai fait France. Tu vois ce que je veux dire? Aussi. Donc, c'était pas
t'avais plus tu recevais pas de message de coaching. Bon, à l'époque, je faisais pas de coaching, mais tu recevais pas de message de coaching en mode, il faut que je fasse les championnats de France. Ou, je ne veux pas faire de compétition parce que j'ai pas le minima France. Exactement. Ouais. Alors que là, le minima France, il est en train d'exploser. Petit à petit, il commence à être gros. Par exemple, le minima France, moins de 120, il est à 765. 765, c'est le total qu'un de mes clients a fait la saison dernière. Et c'était un client qui était vraiment morphologiquement adapté pour la force, vraiment très très fort. C'est-à-dire que le minima, c'est devenu quelque chose, une quête qui devient compliquée. C'est plus accessible à tout le monde comme ça l'était avant. Et du coup, c'est bien, mais le problème, c'est que comme on est encore dans cette phase où ça passe de accessible à inaccessible, bah, les gens ils restent dans leur mentalité de les minima sont accessibles, donc je ne veux plus faire de compétition. Moi, je pense qu'il faut redonner de la valeur aux compétitions qui sont mineures, comme on avait quand on a commencé, avec le circuit que tu évoquais, département, même les premiers pas, ça n'existe plus. Ouais, Donc, premier pas, ensuite départ, ensuite si au départementaux, tu faisais le minima interrégion, tu pouvais sauter les régions, donc tu exactement. pouvais faire interrégion, Exactement. et ensuite Tu les faisais les France. France, Et du coup, exactement. quand tu te retrouvais aux interrégions, eh ben, tu avais une compète quand même avant les France, parce que tu avais tous les mecs qui avaient réussi le minima aux régions, qui se Exact- rejoignaient pour faire un peu la bataille à ce moment-là. Et ça, c'était Exactement. vachement cool, je trouve. Exactement, ça c'était vachement cool. Et je sais pas si tu avais participé, j'ai pas souvenir, mais il y a une année, donc c'était en 2019, on a fait les France et uniquement le top 8 était retenu. Est-ce que tu avais fait toi en 2019 ou pas? France Junior. France Junior 2019. C'était à Bordeaux. On mettait des Ouais. lunettes de soleil parce qu'il y avait, À Bègle, il y avait, c'était ça, ouais, Bègle, ouais, je les on ai voyait fait. le soleil. Ouais, je les ai fait, Et ouais. ben à ce moment-là, toi t'étais peut-être pas concerné parce que c'est rare Ouais, quand il y a 8 personnes on était deux chez les ensemble juniors, à ouais. l'époque. Mais ils prenaient le top 8 comme en inter par exemple. Ouais, Et si tu étais 9e, tu participais pas aux France. ouais, Et ça, je pense que ce serait bien de le remettre pour les élites. ouais. Et ensuite, tu fais un France N2 pour le reste. Exactement, ouais, c'est pas mal. Tu vois. Et peut-être les gagnants des France N2 auront la possibilité de participer aux France Elite, genre En derrière. vrai, ce qui avait été évoqué, c'est que le gagnant ou les deux premiers pouvaient remplir du coup de top 8 vers top 10, quoi. C'est ça. C'est la wildcard française. Exactement. Exactement. Du coup, Ouais, et comme il disait, remettre aussi du respect sur les championnats de France, parce que bah, on avait cette discussion avec un athlète à Uskov, c'était la semaine dernière, je crois. Il nous disait, ouais, mais je vais au championnat de France, je vais faire avant-dernier, c'est trop nul, la honte. Ben non, c'est les championnats de France. si tu vas être avec les 8 meilleurs de ta catégorie, entouré de toute l'élite française qui auront bataillé pour avoir ce minima-là. Et puis tu te dis que si t'es dedans, ça veut dire que dans la France entière, t'es le 8e meilleur. C'est ça, C'est loin d'être exactement. nul, tu vois. Exactement, mais comme avant, comme le minima à un moment il était super accessible, genre je me rappelle, bon c'est encore le cas parce que le bench c'est pas, il commence à y avoir la lumière sur le bench mais c'est un peu plus lent, mais je me rappelle que moi mes championnats de France junior bench only en moins de 120, le minima pour y aller c'était 160. Ouais, ouais. Sauf que maintenant tout le monde, tous les moins de 120 juniors bench beaucoup plus que 160. Les moins de 66 juniors bench 160. Exactement, et donc ça fait que en fait, les minima, ben, c'est cette petite phase, là, on est dans la petite phase de transition où ça passe de réalisable à irréalisable et Ouais. ça crée vraiment des réactions, ça suscite un peu des réactions bizarres. Ben, ça va créer vraiment l'élite en fait du sport et Exactement. c'est comme ça qu'on arrivera à aller un peu plus loin, à condition encore une fois de reconsidérer les régionaux, etc. Exactement. On met la lumière sur ça. Les réseaux sociaux, est-ce que c'était mieux avant ou maintenant niveau force? Bah, je pense que ça part un peu dans tous les sens, mais d'un autre côté, je pense que sans les réseaux, la force en serait clairement pas là aujourd'hui. Donc, bah, je pense que je suis un peu obligé de dire mieux maintenant. Mais enfin, c'est peut-être une phase, comme tu disais, où c'était bien pendant un moment, et là, c'est peut-être, ça part un peu peut-être dans tous les sens. Et pour toi, mieux avant ou maintenant? Je dirais mieux maintenant. Parce que maintenant, tu as accès à l'information. Quand tu regardes un peu les coachs, bah, comme Ok, OPT, d'un point de vue ouais, d'un éducatif. point de vue éducatif, parce qu'à l'époque où moi, bah, je suis allé sur les réseaux sociaux, je voulais savoir ce qu'était le Slack. Mm. Bah, je me rappellerai toute ma vie. Donc j'ai cherché partout qu'est-ce que ça voulait dire Slack, parce que je l'entendais partout, je trouvais pas. Et c'est Rico à Slack, Fitness Park. traduction mou. Je crois que c'est ça, hein. Exactement. Mou d'abord. Donc j'ai à Fitness Park que Rico me dit, mais là tu tires pas ton Slack. Et c'est lui qui m'a expliqué ce que ça voulait dire. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, bah, maintenant, tu as pas mal de coachs qui font des vidéos sur comment tirer son Slack, qu'est-ce que le bracing, etc. Donc de ce côté-là, c'est du côté éducatif, c'est mieux maintenant. Mais du côté sportif, c'était mieux avant. Maintenant, ça y est. Maintenant, Mais j'en peux plus. d'un autre côté, Minima, unofficial world record, nanana. Ça m'en fout. Ah, Moi, j'ai une super technique. exactement. Sourdine. Ah,
Mais d'un autre côté, sur tout ce contenu éducatif, il y a eu une période où effectivement il y a plein de contenu qui a émergé et du coup c'était excellent pour se renseigner. Mais maintenant en fait j'ai l'impression que les gens se forcent à faire du contenu et voient des choses qui ont déjà été faites. Genre chaque coach qui va lancer sa page Instagram va faire un post sur qu'est-ce que le RPE. Et on l'a déjà vu 100 fois, ça n'a pas de valeur ajoutée et du coup c'est pas intéressant. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, quand même, mieux vaut avoir trop d'éducatif, trop de répétitif que rien du tout, tu vois. Pour ma part, sur le côté éducatif, je suis complètement d'accord avec vous. Sur le côté athlète, c'est vraiment un double tranchant. Ouais. J'aurais tendance à dire mieux maintenant parce que du coup, tu as un panel qui est plus large. Donc, ça peut t'ouvrir les portes, notamment pour des débutants qui font juste de la musculation et qui, du coup, ça va les initier à la Exactement. pratique. D'un autre côté, ils peuvent avoir un regard très biaisé par des hautes performances qui représentent au final qu'un faible pourcentage de ce qui se fait Ouais, réellement. ça aussi, c'est vrai. Et tant que la personne ne se déplace pas sur des régionaux, par exemple, elles s'en rendront pas compte. Bah, exactement. Bah, dis-toi, j'ai commencé avec un client, je crois que ça va faire. On a eu le temps de faire un cycle entier, donc sachant que mes cycles, ils durent en général, c'est 3 blocs et c'est des blocs de quasi 4 à 6 semaines. Donc on va dire que ça Quinzaine, fait- quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai commencé avec lui et il me disait que, en fait, bah, vu qu'il s'entraînait à Uskov, donc ça veut dire qu'il voyait bah, mes performances, les performances de Jade, de Rico, de Tyson, Ça et le j'en passe. frustrait? Bah, c'est pas que ça le frustrait, mais il me disait qu'en fait, il veut pas faire de compétition tout de Ah suite. oui, ok, il se sentait vraiment inférieur. C'est ça. Et un jour, ben, Aurélien compétitait avec un autre membre du bureau. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, va à cette compétition-là et regarde. Et là, il m'a dit, ah, en fait, le niveau qu'on voit dans la salle, c'est pas représentatif du niveau qu'il y a en compétition. Mhm. Et donc là, il m'a dit, ah ouais, j'ai envie de faire une compète, faut que tu m'envoies une compète le plus tôt possible. Parce qu'en fait, les gens, soit ils regardent les réseaux sociaux, soit ils regardent leur entourage, ils se disent, mais attends, mais on est tous forts, on est tous forts. Mhm. Et au final, ben, il se dit, ah, punaise, nanana, nanana. Ben, un autre exemple, ben, j'ai coaché un mec, malheureusement, hein, je l'ai coaché que 6 mois, mais je dis vraiment malheureusement, c'est un grand regret, parce qu'en fait, il est venu me voir, il avait 160 au squat, ok? En 6 mois, il est passé de 160 à 240 kilos au squat, C'est en énorme. moins de 83. Ça veut dire qu'il faisait une 81 kg max. Mais quand je lui disais, est-ce que tu as conscience de ta progression? Bah, vu qu'il s'entraîne à Uskov, il voyait Richmond déraquer 300 à 90 kg de poids de corps. Il voyait Tyson, à l'époque, Tyson c'était à moins de 83, squatter des Je m'en 2,45, des 2,55, des 2,60. Il disait, ah ok, d'accord. Il voyait Souleymane Turki à l'époque, parce que Souleymane Turki était actif sur les réseaux de son côté sportif. Il le voyait squatter des charges monstrueuses dans sa catégorie de poids. Il me disait, mais ma progression, elle est nulle. Et au final, ben, il est resté frustré dans sa progression qui disait nulle. Donc il a arrêté de progresser parce qu'il a commencé à être frustré. Et au final, il a arrêté la pratique. Alors que ben, faire un 160 240, c'est fou. Au deadlift, il m'a fait un 180 270. Parce que je veux dire, bon, au bench, il m'a fait un 95 140. Ce qui Ce qui est reste déjà colossal. énorme. En 6 mois, tout ça, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Donc il avait un SBD total à 240 plus 140 plus 270 en moins de 83 à 18 ans. Ah non, à 17, ouais, 18 ans en 6 mois de pratique. Mais malheureusement, il n'avait pas conscience de ça parce qu'il était entouré de nous. Et il disait, mais regarde, toi, tu fais ça. 240, Rico, il a fait un fois 10 à cette charge-là. 140, nanana, 270, nanana. Il avait un truc à dire sur tout, tu vois ce que je veux dire? Et au final, ben, comme tu l'as dit, ça les aveugle en fait. D'où l'intérêt de pas se dire, tant que j'ai pas 700 total, je participe pas à une compétition. En fait, au plus tôt tu peux participer, au plus tôt tu vas te rendre compte du niveau qui y est réellement, et surtout au plus tôt tu vas pouvoir te rendre compte des attentes de la discipline et du standard et de l'arbitrage, quoi. C'est ça, c'est même pas une question de perf, c'est une question d'expérience aussi, parce qu'on en voit beaucoup qui ont jamais fait de compétition, ils font 700 à l'entraînement, et en fait, ils arrivent le jour J, ils sont pas préparés, ils sont stressés, ils sont pas au standard, et tu passes d'un 700 à un 640, ouais, Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord. Ok, bah les standards du coup, mieux avant ou maintenant? Est-ce que vous détestez Mehdi Sahari ou pas? du coup, sur les standards, bah, du coup, c'est orienté vers le bench, la question. De manière générale. J'expliquerai peut-être après pourquoi. J'ai pas trop d'avis. Moi, les standards. Non, mais avant. Mieux avant, Mais pourquoi? Bah déjà, comme tu l'as dit, il n'y a plus les premiers pas. Comme il n'y a plus les premiers pas, bah t'envoies des débutants faire des compétitions avec un jugement aussi haut que ceux qui ont déjà fait de la compétition. Et le taux de bulle, parce que là en ce moment je me déplace beaucoup dans les compétitions régionales, franchement il y a beaucoup de monde qui bulle. Genre tout le monde bulle entre guillemets, j'ai l'impression. Et surtout, ouais, enfin, les gens sont pas au standard parce que bah, du coup, ils connaissent pas. Et surtout, après, on voit, enfin, du coup, on est tous les deux arbitres en région et on voit des gens qui ne sont pas au standard, qui ne connaissent pas les standards et qui viennent râler sur l'arbitrage après.
au bout d'un moment, on est 3 arbitres. Si tu as eu 3 rouges, c'est que tu n'es pas au standard. Je sais pas pourquoi. Exactement, Tu qui ne vois. connaissent pas les standards. Ils ne connaissent pas les règles. Tu as des gens qui vont squatter avant l'ordre de squat. Tu as des gens qui vont commencer leur squat les genoux pliés. Tu as des gens qui vont raquer avant le rack. Tu as des gens qui vont commencer leur bench. Tu as des gens qui vont même pas faire de claque au bench. Mais en fait, tout ça, je pense que... Bon, après, c'est qu'une infime partie. Hein, mais je pense que si on remettait en place le premier pas, avec cette... parce que moi, c'est comme ça que j'ai connu les règles. Les arbitres, quand je faisais une erreur, ils venaient me voir, ils m'expliquaient tranquillement. Même si ça retardait un peu la compétition, c'est pas grave parce qu'on était là pour ça. Mm. Oui, là, ce que tu as fait, ce qui était mauvais, c'est ça. Ce que tu as fait, ce qui était mauvais, c'est ça, etc., etc. Tandis que maintenant, comme il n'y a plus cette partie pédagogique, bah, tu as des gens qui sont lancés dans le vide, en fait. Après, je sais que c'est compliqué de remettre en place des premiers pas, parce que ce serait faire déplacer beaucoup de bénévoles, etc., etc. Ça demanderait plus de temps et plus d'investissement. Donc, je pointe pas du doigt la Ligue, loin de là. Mais en fait, les remettre, ce serait quelque chose de vraiment, je pense, efficace pour le soin des standards, en fait. Après, tu sais, ça pourrait aussi s'envisager de faire un fonctionnement en mode, si dans ta ligue, tu as 10 clubs, la condition pour atteindre le niveau, si on remet départemental, régional, etc., la condition pour amener des athlètes qui sont licenciés chez toi, là, c'est d'organiser des sortes de premiers pas un peu internes, tu vois, sans le système de l'arbitrage, etc. Juste désigner des personnes compétentes, éventuellement qui ont leur arbitrage dans le club, et que chacun passe un peu ce côté premier pas pour avoir le droit d'y aller. Ça permettrait d'avoir des athlètes qui sont un petit peu plus préparés et qui vont pas se laisser surprendre et râler de la part de l'arbitrage, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais après, il ne faut pas oublier qu'on est plus de 11 500 licenciés pour seulement 300 clubs. Ça veut dire qu'en fait, Ouais, c'est sûr. c'est ça, ça veut dire qu'en fait, les gens maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est, je suis à Fitness Park, je fais mes mock meet, j'ai un bon niveau, je prends une licence Ouais, individuelle. c'est ça, je c'est vais en licence compétition. individuelle, c'est ce que j'allais Tu vas dire. voir des gens C'est arriver en problématique. compétition, ils n'auront même pas de personne pour gérer leur match. J'ai vu tellement de fois en compète départ, un mec qui finit son essai, il est là, il note sa prochaine barre, il va donner le prochain ticket et il retourne là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait que je pense que mettre ça en place, ça aiderait pour ceux qui ont un club, mais les gens qui ont un club, c'est de moins en moins. Ouais, t'as présent. raison. J'y pensais pas Ouais. aux licences indif parce que dans ma tête, en fait, c'est même pas encore la norme, tu vois. Parce Ouais. que moi, je suis rentré dans le système avec Exactement. un club et tu fais partie Exactement, d'un club, pareil. tu vois. Pareil. Ouais, bah, c'est bien parce que ça ramène des licences forcément C'est à la ça. Fédé, mais d'un autre côté, il y a moins d'encadrement aussi, tu vois. Exactement. Et du coup, ça pénalise un peu aussi les clubs. Le coaching, mieux avant ou mieux maintenant? Bah, du coup, comme tu disais tout à l'heure, ça s'est professionnalisé. Donc maintenant, il y a des coachs comme nous qui vivent de ça et qui peuvent faire pleinement ça et donc faire du travail de meilleure qualité. Donc ouais, mieux maintenant. Mais maintenant aussi. Je peux pas dire l'inverse. J'en forme, donc... Et ta pratique en tant qu'athlète? Pour moi, je prenais plus de plaisir avant. Parce que, je sais pas, c'était pour le plaisir, un peu moins d'insouciance, etc. Et là, maintenant, quand de 9h à 15h, t'as fait des retours sur les squats des gens, t'as pas forcément envie, enfin, la même envie d'aller t'entraîner. Enfin, je prenais plus de plaisir avant dans ma pratique. Mais, enfin, c'est pas grave, hein, je prends du plaisir ailleurs. Et toi? Mieux maintenant, parce que je me Parce que suis t'es plus ouvert- fort. C'est ça, je suis plus fort et je me suis ouvert du circuit international. Et surtout que maintenant, j'ai plus de connaissances. Vu qu'à côté, je fais du coaching, donc j'ai plus de connaissances à mettre en place sur ma propre programmation parce que je me programme tout seul. Et donc, ça fait que j'ai de meilleures avancées et je récolte de meilleures données sur moi et mon propre fonctionnement. Du coup, là, à l'heure actuelle, je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir à l'entraînement que aujourd'hui, plutôt que les années précédentes où je faisais ça un peu comme, il le disait, un peu comme le plaisir. Je sortais du travail à l'aéroport, j'avais T'allais envie de me forcer, détendre un quoi. peu, j'allais forcer un peu, sans me prendre la tête. Maintenant, avoir des objectifs, des échéances à respecter, etc., j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, professionnalisé ma pratique et ça me fait kiffer à la mort. Genre, je me réveille le matin, je me dis, oh, aujourd'hui, j'ai mon squat. Je suis en mode, yes, j'ai mon squat aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est la démarche que tu dois avoir si tu veux Exactement. tendre vers le haut niveau sur plus long terme Exactement. aussi, hein, Prendre donc, du plaisir à mort, 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 mort. Parce que moi, j'avoue que je kiffe. Quand je me réveille et que je lis ma prog et que je vois que, par exemple, j'ai un triplé au squat à 350 kilos, je suis excité toute la journée. Comme un petit qui J'ai jamais eu ça au réveil, moi. Un triplé à 3,50. comme un petit qui va se réveiller, que sa mère va lui dire on va à Disneyland aujourd'hui. Pour moi, aller tripler 3,50, c'est aussi jouissif que pour un jeune aller à Disneyland, j'ai envie de dire. Ok. Parce que c'est une confrontation, c'est un kiff, juste la performance en elle-même, elle m'excite. Donc au final, je prends tellement de plaisir à la pratique que je me vois pas arrêter. Et du coup, ça lance un autre débat, pratique, coaching. Est-ce que c'est pas compliqué d'allier les deux, etc. Est-ce que c'est possible d'être un bon athlète et d'être un bon coach? J'ai envie de prouver aux yeux des gens que c'est possible de C'est faire les faisable. Et au-delà de ça, toi, le fait d'avoir ta propre réflexion et ton propre auto-coaching,
c'est quelque chose vraiment que tu aimes? Est-ce que tu as déjà été coaché avant pour pouvoir comparer les deux ou pas? Alors, est-ce que j'ai déjà été coaché avant? Bah, quand tu débutes, tu as le président de ton club qui te dit Mm. quoi faire, tu vois. Mais t'as pas un réel retour à faire. Ensuite, bah, pendant une période où ben, je commençais à avoir beaucoup de suivi, en fait, je commençais à avoir tellement de suivi que ma programmation, je la calculais même plus. Mm. Donc, j'avais demandé à un bon ami à moi, qui s'appelle Bilal Latif. C'est celui qui vraiment m'a appris énormément dans le coaching, parce que bah, c'est un passionné qui traînait dans les forums, qui vraiment a vraiment un recul sur le coaching qui est intéressant. Bah, je lui avais demandé de prendre en main mon bench. C'était à l'époque où je benchais 197,5. Bah, il m'a fait monter mon bench de 97,5 à 210, tout en à côté, bah, je pouvais assumer, entre guillemets, les nouvelles demandes de coaching. Et du coup, bah, franchement, à part bah, cette expérience, elle était très bien. Du coup, j'ai pas vraiment un réel comparatif. Mais je sais que à l'heure actuelle, je pense que après, bon, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais en tout cas, je parle de mon expérience perso. Mais donner ma confiance à quelqu'un, le temps que cette confiance se crée, parce que, ben, comme on l'a dit, ben, je coach à côté, ça veut dire que je sais. Mm. Et en plus de ça, ben, je me coach depuis des années, ça veut dire que je me connais. Ça veut dire que, ben, on en parlait avec Aurélien, et je crois que c'était hier ou avant-hier. Ben, en fait, c'est trop, j'ai envie de dire que c'est trop tard, en fait. Pour me faire coacher Oui, maintenant, je suis c'est trop d'accord tard. avec ta vision du truc. C'est que là, en fait, prenant en compte que le gars a besoin d'un an, par exemple, pour te connaître vraiment bien et savoir à quoi tu Exactement. réponds, bah, ton année compétitive avec les mondes, les World Games et tout, c'est impossible. Exactement, tu vois, Ok. c'est ça. Et en plus de ça, même, des fois, il va me proposer des protocoles et j'aurais du mal à m'y adhérer. Même si j'ai envie de m'y adhérer à 200%, bah, je me suis quand même coaché depuis 2015. Enfin, depuis, j'exagère un peu. Mais en gros, ça va être compliqué pour moi de lui donner ma confiance. Ouais, si tu mets ça en place, ça serait plutôt sur un moment où, je sais pas moi, sur une, deux, trois compètes, t'as vraiment un gros plateau de stagnation et tu te dis, bon, ok, là, Exactement. faut changer quelque chose. On Exactement. prend une saison un peu plus en recul pour faire confiance à quelqu'un, voir si ça Exactement. débloque des. C'est ça, exactement. Ok, je vois. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans, vraiment. Pour l'instant, tout se passe Bon, de bien. toute façon, tu progresses, C'est ça, je t'atteins tes progresse, objectifs. je Donc, kiffe me faire ma programmation. J'arrive à avoir un recul sur moi-même, donc ok. ça va. Dernière question, est-ce que vous auriez quelqu'un à me conseiller, à inviter sur le podcast? Un invité où vous voyez le podcast OPT passer, vous cliquez dessus. Invité ou on voit le podcast, on va péter, on clique De toute dessus. façon, peu importe l'invité, je vais cliquer. Allez. Bah, en fait, le truc, c'est que pour que je trouve quelqu'un intéressant, il faut que je l'ai déjà entendu dans un podcast. Et si je l'ai déjà entendu, bah. Du coup, non, je sais pas. Bah, Rico, ça pourrait être intéressant. Ouais. Pour un peu suivre son parcours d'athlète de haut niveau et même voir son côté coaching qui commence à se développer. Bah, quand tu regardes un peu ce qu'il fait, tu vois qu'il y a des coachings aussi en présentiel qui ont été mis en place dans leur salle qu'ils ont ouvert à Lille. Donc, ça pourrait être intéressant d'inviter Rico et Clément, du coup, Oui. parce que Clément, il a énormément de connaissances à donner aux gens, parce qu'en fait, il a une vision du power qui est assez différente, puisqu'il vient d'un parcours assez particulier. Il était enseignant, enfin, il a Il est fait enseignant APA. enseignant APA, du coup, il a une vision et une pédagogie totalement différente. Et je pense que recevoir les deux sur ton podcast, ça pourrait être très intéressant. Ok. Et pour nous apporter des choses qui ont inédites, en fait. Donc, il y a eux, et ensuite, à part ça, peut-être quelqu'un qui commence le coaching depuis peu. Ok. Donc, je dirais Karl Etiemblé. Je pense pas que tu vois, Son athlète. c'est mon athlète, en fait. Ouais. C'est mon athlète en moins de 83 Ok. qui commence à professionnaliser son coaching. Il vient de finir sa licence STAPS. Et du coup, je le programme depuis ses débuts en FF Force. Et du coup, ben, il commence à avoir une vision du power qui grandit petit à petit, inspiré de la mienne, mais avec ses expériences à lui. Donc, ça pourrait être intéressant à voir. Ok, cool. Non, moi, j'ai pas. Si t'as pas. Bon, en tout cas, merci à vous deux pour le podcast. Et puis, bonne chance pour tes coachings. Tu vas faire une compète bientôt ou pas? Non, j'ai pas prévu de faire de compétition cette année. Je sais pas, on verra, mais en tout cas, c'est pas la priorité là. Et bah, bonne chance pour les coachings et le France Elite du coup. C'est ça. Là, c'est dans 8 semaines. C'est ça. Là, taper parce que je suis à Malte. Fin de bloc, deload, picking. Feu. C'est parti. On a hâte de voir ça. Merci à tous et à la prochaine pour un prochain podcast.